chers publics, bienvenue ici à l'Institut Saint-Louis pour assister à un tournoi particulier. Alors au menu, point de joute chevaleresque, point de mêlée nouant des rugbyman à la ceinture abdominale surdimensionnée, point de chute de tour et de fou sur un échiquier. Aujourd'hui, nous sommes là pour assister à un tournoi d'éloquence. Un tournoi qui était ouvert aux rhétoriciens des écoles de la région de Namur et de Philippeville. Alors, pas de tournoi sans candidat, évidemment. Ils sont 6 à participer à l'épreuve du jour, 6 à avoir affronté une épreuve de présélection. Ils viennent d'Andenne, de Namur, de Champion ou encore d'Herpan. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils portent le verbe haut. Mesdames, Messieurs, applaudissements pour nos 6 finalistes. Je vois qu'il y a quelques fan clubs qui sont venus en masse, c'est très sympa. Alors, le vainqueur de cette joute oratoire aura la chance de participer à la grande finale d'éloquence de la Fédération Wallonie-Bruxelles, une finale qui se tiendra le 27 septembre prochain du côté de Moucron. On aura l'occasion d'en parler. Alors, qui dit concours dit juge, évidemment. Ils sont plusieurs à représenter ce jury. Ils sont plusieurs et je vais vous les présenter. Ils sont vraiment triés sur le volet, ils sont vierges excusez-moi, de tout casier judiciaire. Ils sont 5 et ils auraient pu tous prétendre, sans forcer le trait, à une carrière internationale de top modèle, mais ils ont préféré délibérément de ne pas suivre cette voie de la facilité. Et c'est tout à leur honneur, évidemment, puisque à l'élégance de l'esthétique, ils ont préféré la gymnastique de l'éloquence, l'art oratoire sans doute. Ils le manient avec brio dans le cadre de leur profession réciproque. Alors je vais vous les présenter. D'abord, honneur au président Denis Maten, gouverneur de la province de Namur et poète à 16 heures, il faut aussi le souligner. À ses côtés, monsieur Benoît Hoc. Alors d'habitude, lui, il plaide debout. Aujourd'hui, il jugera assis, il est avocat, et un avocat membre du jury, j'espère qu'il n'y aura pas un vice de forme. Voilà, on verra pour la procédure. L'art oratoire, en tout cas, est très important, forcément, dans votre profession. Également, parmi nous, Jean-François Pacaud, qui est journaliste à Vers l'Avenir, un confrère, un amoureux du patrimoine, et on peut dire en quelque sorte que l'éloquence constitue un patrimoine de notre belle langue française. Autre invité avec nous, il aurait dû être en congé cet après-midi pour profiter pleinement de la lecture d'un best-seller de la Fédération Wallonie-Bruxelles, à savoir le Pacte d'Excellence. Et il est parmi nous, Gilles Mignolet, qui est enseignant ici à l'Institut Saint-Louis. Et merci, je sais que vous terminerez la lecture du Pacte d'Excellence ce soir, enfin je présume. Voilà, c'est un peu long, je pense, mais il y a moyen. Autre invité avec nous, autre membre du jury, Jean-Marc Delahaut, qui fait partie du Lions Club. Bienvenue à vous. Et puis, dernier invité, David Vaccari. Alors, David Vaccari, c'est l'initiateur du tournoi d'éloquence. C'est le premier tournoi qui a été télévisé. C'était à Moucron, à nos télés. Je pense que c'était en 2011. Voilà. Et c'est bien sûr le jury qui désignera le lauréat, qui aura l'honneur de représenter, que dis-je, l'immense privilège de représenter les couleurs namuroises le 27 septembre prochain. Alors, ce tournoi diffusé sur Canal C est organisé par le Lions Club de Namur. J'appelle tout de suite son président à venir bondir sur la scène. Il s'agit de Gérard Debatty. On peut l'applaudir, voilà. Attention de marche. On va vous passer un petit micro. Alors, une question, Gérard Debatty, qu'on peut se poser. Tiens, pourquoi le Lions Club a décidé d'organiser un tournoi d'éloquence, du moins de prendre en charge ? C'est parce que la jeunesse est un axe essentiel. Il y en a 4 dans le Lions Club, mais la jeunesse est assurément un des axes que nous privilégions. Le Lions Club de Namur aide depuis de nombreuses années une organisation qui s'appelle La Chenille à Wépion, qui s'occupe d'enfants de 2 ans et demi à 18 ans. Voilà. Et donc, ce tournoi d'éloquence, peut-être rappeler quels sont les critères, sur quels critères vont être jugés les candidats aujourd'hui ? Eh bien, sur le fond, évidemment, la forme et le non-verbal. Donc, on a remis une grille à nos éminents jurys, membres du jury, et donc ils vont écouter, analyser, sous-peser l'ensemble de ce qui va être dit et noter ça donc en fonction de ce qu'ils retiendront et de ce qui va être dit, quoi. Alors le lauréat donc, participera à la finale le 27 septembre à Moucron. Alors qui dit concours, évidemment, remise de prix. Il n'y a pas de voiture, je tiens à le signaler. Peut-être les jeunes n'en ont pas encore, mais ce n'est pas une voiture. Non, ils sont trop jeunes, je pense. C'est limite. Hein. Donc on va se contenter de leur donner un peu d'argent quand même. Donc le lauréat
le vainqueur gagnera 500 €, 300 € pour le suivant, 200 pour celui d'après. Et nous avons la chance d'avoir eu une aide de la librairie Point Virgule qui a mis des bouquins dans l'escarcelle des suivants. Voilà, ce sera sympa. Et donc, merci beaucoup. Et voilà, le tournoi va commencer. Plus rien d'autre à ajouter? Ben non, que le meilleur gagne. Hein. Voilà, que le meilleur gagne. Et puis gagne. bravo, parce qu'ils sont tous excellents. Oui, voilà, ils sont aussi dévoués. Hein, ils sont là, ils sont partants. Eux aussi, ils auraient pu avoir congé cet après-midi, mais non, ils sont là pour participer à ce tournoi d'éloquence. Merci Gérard Debatty. Peut-être, j'ai parlé des 3 épreuves qui attendent les candidats. Il y aura une improvisation, donc ils devront improviser sur un thème qu'ils ne connaissent pas du tout. L'improvisation durera 2 minutes et ils auront simplement 10 minutes pour préparer cette improvisation. Autre épreuve qui les attend, c'est un mini débat contradictoire. Pour ou contre, il y a 3 thèmes potentiels. Il sera tiré au hasard. Et la difficulté, c'est qu'ils ne connaissent pas vraiment le point de vue. Est-ce qu'ils devront défendre le point de vue pour ou le point de vue contre? Ça, ils le sauront à l'ultime seconde. Et puis, nous les entendrons sur un sujet imposé qu'ils ont reçu il y a une semaine avant l'épreuve. Le sujet imposé, c'est justement la première épreuve de ce tournoi. Et j'appelle d'abord, elle a été tirée au sort. Je me tourne vers les candidats. Ils sont toujours là. Ça tombe bien, le contraire aurait été ennuyant. J'accueille Maria Renard de l'Athénée Royal d'Andenne qui peut me rejoindre. Voilà, si vous pouvez me rejoindre. Pour ouvrir le bal, rassurez-vous, je ne vais pas vous inviter à danser. Dommage. Alors, chers téléspectateurs, cher public, il faut savoir que nous avons reçu, les candidats ont dû remplir un petit questionnaire de présentation imaginé par le Lions Club, questionnaire que j'ai lu, et donc ça permet de vous présenter de manière un peu originale. Et j'avoue, Maria, qu'avec vous, j'ai un peu peur. Pourquoi donc? J'ai un peu peur parce que la question quel est votre principal défaut, vous répondez l'impulsivité. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer. Je ne vais pas vous poser une question qui va vous froisser. Et j'ai d'autant plus peur qu'à la question quelle est la réforme historique que vous estimez le plus. Vous avez répondu, vous vous souvenez? Mai 68. Mai 60, oui. Mai 68. Donc voilà, j'espère qu'elle ne va pas vous lancer des pavés pendant son exposé. Enfin voilà, vous contrôlez votre impulsivité, il n'y a pas de problème. Je vais essayer. Voilà, alors vous avez rempli ce questionnaire. Pourquoi avez-vous décidé de participer à ce tournoi d'éloquence? Eh bien, déjà, un peu par curiosité. Voilà, l'épreuve donc, nous a été présentée une semaine avant les auditions. Et ça a été donc un peu le choc déjà. Beaucoup de curiosité et l'expérience. Une expérience à vivre avant tout. Oui. Alors, vos auteurs préférés sont Boris Vian, Bertolt Brecht. Si vous étiez un livre, lequel seriez-vous? Si j'étais un livre, je serais... Le Pacte d'excellence? Non. Je serais Orgueil et préjugés de Jane Austen. Ah oui. Et que voudriez-vous être plus tard? C'était une question du questionnaire, c'est intéressant parce que souvent on demande que voudriez-vous faire. Ici, c'est que voudriez-vous être? Je voudrais être une personne de qui on se souvient positivement. Et si on parle du métier, je voudrais devenir avocate. Avocat, ben voilà, je pense que déjà vous avez gagné une voix dans le monde du jury. Dévoilez votre devise qui, moi, personnellement, je ne connaissais pas, mais qui m'a bien fait rire. Voilà, alors ma devise, c'est « Si le plan A ne fonctionne pas, il reste encore 25 lettres dans l'alphabet ». Voilà, et quand je pense que les ténors politiques, à un moment donné, parlaient d'un plan B, apparemment, il y en a beaucoup plus derrière. Il y en a beaucoup plus, voilà. Alors, vous avez l'honneur de commencer cette épreuve. Donc, les candidats ont reçu... une thématique, une citation historique d'un personnage. Ici, vous allez devoir débattre, parler pendant 6 minutes sur une citation de Martin Luther King qu'il a prononcée en 1968. Oui. Quelle est cette citation? Alors, la citation de Martin Luther King est « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir ensemble comme des idiots ». Voilà, j'espère, sans doute, je ne doute pas que vous avez fait un rêve ce soir et cette nuit pour inspirer votre exposé. Voilà, Maria Renard, pendant 6 minutes, sous les applaudissements. Merci. Juan Manuel Santos, Mère Teresa, Aung San Suu Kyi, Albert Schweitzer et Martin Luther King. Pourquoi ces noms? Eh bien, tout simplement parce que ce sont des personnalités qui ont marqué l'histoire de par leur action dans l'humanitaire. Voilà, donc ce sont des personnalités qui ont lutté chacun à leur manière contre l'oppression et pour les droits de l'homme. Donc, ici, je vous parle donc de personnes qui ont été nominées et qui ont reçu des prix Nobel de la paix.
Le prix Nobel de la paix consiste, donc c'est une récompense qui est décernée à une personnalité ou à une communauté ayant le plus ou le mieux contribué au rapprochement des peuples, à la suppression ou à la réduction des armées permanentes, à la réunion et à la propagation des progrès pour la paix. Voilà, donc ici, cette citation de Martin Luther King a évoqué directement chez moi la paix, une paix durable, qui pourrait être considérée comme difficile à obtenir de nos jours, dans notre société parfois, de par les discriminations que l'on peut faire, que certaines personnes peuvent faire, les discours que certaines personnes peuvent tenir, et les témoignages que l'on peut récolter tous les jours, non seulement dans notre vie quotidienne, de par les personnes que nous pouvons côtoyer chaque jour, également dans les médias. Ici, je pense notamment aux élections présidentielles françaises. Voilà, donc il y a pas mal de débats là-dessus. Je ne vais pas prendre parti pour l'un ou l'autre candidat, mais souvent nous pensons donc aux extrêmes, de par les propos qui sont tenus parfois par des personnalités influentes aussi. Voilà, donc ici, je voulais parler aussi, revenir sur Juan Manuel Santos, qui est donc le dernier prix Nobel à avoir été nommé. Donc, c'est un chef d'État colombien, un économiste et journaliste, plus précisément, qui obtient un prix Nobel pour ses efforts en faveur du processus de paix avec donc, les forces armées révolutionnaires de Colombie, que l'on connaît donc, sous le nom de FARC. Alors c'est un personnage qui me tient particulièrement à cœur parce que je suis donc d'origine colombienne et j'aurais aimé donc qu'on prenne conscience que parfois ce n'est pas évident d'obtenir la paix sans avoir fait la guerre auparavant. Ici, nous arrivons enfin à quelque chose de constructif, je pense. Nous arrivons à avoir des débats moins animés par l'animosité de ces rebelles qui sont contre le pouvoir politique mis en place en ce moment même. Et donc, je trouvais ça important de souligner le fait que Juan Manuel Santos était nommé prix Nobel de la paix. Voilà, donc la citation que j'ai pu obtenir était de Martin Luther King. Martin Luther King qui est donc né le 15 janvier 1929 et décédé à l'âge de 39 ans en 1968. Voilà, puisqu'on parlait de mai 68. Ici, il est décédé donc en mars. Donc, ça a été le plus jeune lauréat des prix Nobel de la paix. C'est important de le souligner, selon moi. C'était aussi un militant donc non violent, bien entendu, qui a boycotté donc, les bus, qui a fait en sorte que les choses changent pour lutter contre la ségrégation raciale, pour obtenir l'égalité dans les droits civiques des personnes de couleur noire. Et ça n'a pas été un combat des plus simples. Voilà, j'aurais voulu donc décortiquer un peu sa citation qui dit « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir ensemble comme des idiots ». Je me suis penchée sur les mots qui constituaient cette citation. Et voilà, apprendre, c'est quoi ? C'est acquérir par l'étude, par la pratique, par l'expérience, une connaissance, un savoir-faire, quelque chose d'utile. Vivre ensemble. Alors voilà, donc je suis tombée sur plusieurs citations, plusieurs définitions du mot « vivre ». Et j'ai choisi de vous parler donc, de celle-ci, de cette définition qui dit que vivre, c'est passer son existence ou une partie de son existence d'une certaine façon. Donc nous devons apprendre donc, à vivre ensemble d'une certaine manière pour que ce soit utile à nos vies. Sinon, nous allons mourir. Le synonyme de mourir ici, c'est dépérir. J'ai choisi donc ce synonyme exprès. Et comme un idiot, parce qu'un idiot est une personne sans intelligence, donc je ne pense pas que de nos jours, nous ayons envie
d'avoir l'air d'idiots, de par les pensées peut-être négatives que nous pourrions avoir à propos de certaines personnes, les a priori, les idées reçues. Voilà, je pense que nous n'avons aucun bénéfice à nous faire la guerre. Pour moi, c'est comme ça. Je vous remercie en tout cas pour votre attention et je vais laisser la place donc, à mes collègues. Voilà. Merci Maria. C'était pas évident, évidemment, d'ouvrir le bal, de passer en premier. Elle se dit distraite et pourtant, elle est là aujourd'hui. Ça tombe bien pour nous. J'accueille maintenant Justine Blick du Collège Notre-Dame d'Erpan qui peut me rejoindre sous applaudissements. Alors Justine, je vous sens heureuse de participer à ce débat. Ah ben oui, j'espère. Oui, à ce tournoi, oui. Ben, j'espère pouvoir réussir à faire passer mes idées, bien que ce n'est pas moi qui ai choisi le thème, et convaincre un maximum de personnes ici. Et pourquoi vous avez décidé de participer à un tournoi d'éloquence? Ben donc, je suis au collège d'Erpan avec Laure et on avait déjà toutes les deux fait le tournoi d'éloquence de notre école. Et je pensais vraiment pas accrocher et finalement ça m'a réellement bien plu et je me suis dit ben, pourquoi pas continuer, j'ai pas grand chose à perdre. Alors Justine se dit sociable, elle aime parler de tout et de rien. C'est plus facile de parler de tout ou de rien? Plus facile de parler de tout, je dirais. Ouais. Vous parlez, vos héros à vous, ce sont les personnes de l'ombre, c'est-à-dire? Les personnes de l'ombre, mais je pense qu'on parle énormément des grands hommes et des grandes femmes, et c'est quelque chose de relativement positif. Mais on parle rarement des personnes, les policiers, les pompiers, ou tout simplement un boulanger, une caissière, ce sont eux qui font aussi partie de notre vie courante, aussi de nos parents, de notre famille, etc. Et ce sont eux qui nous aident à avancer. Ça va, je vous ai mis à l'aise? Ça va. Ouais, ça tombe bien parce que la capacité que vous préférez, la capacité de mettre à l'aise les gens, c'est ce que vous préférez chez une femme. Ça doit être mon côté féminin. Quelle est la thématique, la citation sur laquelle vous avez dû travailler? Alors moi, c'est une citation de Nelson Mandela qui dit que la plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. Allez, on vous écoute. Applaudissez Justine Blick. Un jour, le grand homme qu'est Nelson Mandela a dit « La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. » Que pourrais-je vous dire d'autre que oui? Cela me paraît tellement évident. C'est une phrase que l'on répète depuis si longtemps. Depuis la naissance, pour ma part, probablement de l'adolescence pour certains d'entre vous, et peut-être faites-vous même partie de la génération qui le répète sans cesse. L'important ici ne serait donc pas mon entrée simple, bien que relativement maladroite, mais plutôt la manière dont je vais continuer et conclure. Mandela a donc dit un jour que la plus grande gloire s'atteint seulement si l'on se relève quoi qu'il arrive. Évidemment, lorsqu'on connaît son parcours, on ne peut qu'y adhérer. Il a perdu son père à l'âge de 9 ans, il a dû fuir vers Johannesburg à l'âge de 23 ans car on voulait le marier de force. Ensuite, il a été puni à vie au travail forcé. On l'a, heureusement, si je puis dire, libéré après 27 ans de détention. Après, sa femme l'a quitté car elle trouvait qu'il y avait une trop grande distance entre deux. Et tout ça pourquoi? Pour se battre pour les droits de son peuple. Alors oui, quand on prend l'angle de vue de Nelson Mandela, sa plus grande gloire a été de se relever après ses nombreuses chutes. Néanmoins, ce n'est pas réellement le cas pour tout le monde. Certaines personnes peuvent connaître le succès sans pour autant avoir connu les embûches. Mandela enlève donc en quelque sorte la grande gloire aux gens qui réussissent du premier coup. Et puis là, je vous parle de grande gloire depuis le début, mais après tout, qu'est-ce que c'est la grande gloire? La gloire, c'est simplement un des résultats, un des synonymes, si je puis dire, du succès. Le succès, cette chose si vaste et vague que l'on veut tous atteindre sans même réellement savoir pourquoi. Dès la naissance, nous cherchons le succès afin d'avoir la reconnaissance de nos parents, de nos proches. Ensuite, nous allons à l'école et nous cherchons celle de nos professeurs. Nous grappillons un maximum de félicitations, de bravos, que ce soit de professeurs, comme j'ai dit, ou de compatriotes, ou encore d'autres personnes. Et ensuite, c'est toujours un panel plus large d'auditeurs qui est visé. Nous espérons encore et encore plaire aux autres. C'est une reconnaissance qui nous touche personnellement. Mais nous sommes un peu pris dans un piège. Ce que je voudrais vous dire, c'est à partir de quand est-ce que nous avons voulu avoir cette reconnaissance à tout prix? Nous avons basculé dans une nouvelle sphère. Peut-être est-ce à partir du moment où acheter un nouveau téléphone nous revenait moins cher que de réparer un ancien. Alors bon, quitte à en acheter un, autant en acheter un qui coûte cher, un qui tiendra longtemps. On en oublierait presque l'obsolescence programmée. Nous pensons tenir les filets, alors qu'en fait, ce sont les technologies qui nous tiennent. Nous sommes piégés, dupés par cet espoir de pouvoir.
Peut-être est-ce à partir du jour où nos héros, ou les grands hommes, avec un H majuscule, sont devenus des menteurs. Lance Armstrong, par exemple, un grand cycliste américain, alias le boss, il s'est révélé positif à un premier test de dopage en 1999. Ce ne fut que le premier d'une longue série, qui lui a ensuite fait perdre ses nombreux prix, mais également et surtout l'admiration de ses nombreux fans. Ensuite, il y a également Beyoncé. Beyoncé, oui, elle est connue pour ses nombreuses chansons et également pour son investissement dans le combat pour les droits de la femme. Mais en ce moment, elle est accusée d'esclavagisme moderne. Et oui, peu de personnes le savent car c'est vrai, ses chansons ont beaucoup plus de succès que cela. Mais savez-vous que sa collaboration avec Ivy Park, donc pour une marque de vêtements, elle exploite des ouvriers au Sri Lanka. Donc il faut savoir que ces personnes, qui sont payées 5,50 €, non pas par heure, mais par jour, créent des vêtements pour une marque qui prône le soutien et l'inspiration de la pratique d'un sport pour les femmes. Avouez que c'est relativement paradoxal. Ensuite, il y a également Steve Jobs, probablement l'un des pires. Je ne peux nier ses nombreuses innovations. Elles sont là et je ne peux rien faire pour les changer. Mais à partir du moment où tout ça se fait à cause ou grâce, je ne saurais même pas vous dire, d'enfants, c'est totalement inacceptable. Nous savons tous qu'il se fait des milliards de dollars sur le dos d'enfants. Alors je ne comprends pas comment est-ce que nous arrivons à considérer cet imposteur comme un grand homme. Mais ce qui me dérange encore plus dans tout ça, ce n'est pas réellement qu'il le fasse en soi. C'est que nous l'y encourageons, d'une manière ou d'une autre, peut-être même sans le faire exprès. Mais nous sommes toujours là à crier haut et fort que c'est honteux d'utiliser des enfants. Et puis après, nous nous plaignons d'un coût trop élevé. Croyez-le ou non, il y a une certaine corrélation entre les deux. Comment sommes-nous arrivés là? À réussir à admirer tous ces gens? Vraiment, je ne comprends pas. Des fois, j'ai énormément de mal à nous comprendre. Regardez, arrivez ici et ouvrez les yeux, ouvrez votre esprit et constatez. Constatez ce que nous sommes devenus. Nous sommes prêts à acheter des objets dont nous n'avons pas besoin, avec de l'argent que nous n'avons pas, afin de rendre jaloux un voisin que nous n'aimons même pas. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que nous sommes devenus? La réalité est sincèrement parfois trop difficile à comprendre. Par exemple, nous ne lisons pas la saga Hunger Games, Harry Potter ou je ne sais quelle autre saga parce qu'elle nous plaît. Nous ne nous enfilons pas des heures et des heures de séries parce que nous aimons les personnages, nous aimons ce duo, nous aimons cette bagarre. Non, nous faisons ça parce que c'est facile. Nous nous réfugions dans ces fausses réalités. Et une fois de plus, c'est volontaire, enfin à peu près. Mais messieurs, dames, j'ai quelque chose à vous dire. Vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais nous vivons sous sédatifs. Nous ne nous rendons pas compte de la réalité. Nous préférons fermer les yeux. C'est beaucoup plus simple. Nous prônons la simplicité alors que nous voulons côtoyer à tout prix la superficialité. Nous sommes plus fiers d'offrir un cadeau à quelqu'un que d'aller voir une personne que nous aimons. C'est vrai, cela renvoie une meilleure image, c'est plus sympathique d'offrir un cadeau. Ça paraît comme une plus grande reconnaissance. Mais est-ce réellement une plus grande reconnaissance? Sommes-nous réellement plus fiers d'offrir un cadeau que de rendre visite à quelqu'un que nous ne voyons pas souvent? Je n'en suis vraiment pas si sûre. Le sentiment de reconnaissance augmente encore et encore, et je ne sais même pas réellement à quoi ça sert. Mais est-ce que la réelle reconnaissance, le réel succès, la réelle gloire, ne se trouve-t-elle pas dans les petites choses du quotidien, dans le sourire insouciant d'un enfant, dans la bonne odeur d'un pain chaud, ou bien dans le bonjour chaleureux d'un inconnu, ou encore dans un arc-en-ciel qui essaie de traverser la bruine? Quand vous aurez enfin compris, quand vous aurez enfin compris et quand vous aurez enfin accepté ceci, je vous le garantis, vous aurez compris où se situe la réelle gloire de la vie. Merci. Désolé. Bravo. Un exposé engagé, désolé, mais il faut être la même règle pour tout le monde, donc plus ou moins 6 minutes pour les candidats, c'est un peu la contrainte. J'appelle maintenant Théo Raskin, le premier garçon de la soirée à venir me rejoindre. Théo Raskin, qui êtes-vous? Je vous rassure, je ne suis pas psychothérapeute. Vous venez de quelle école? De l'IATA. De l'IATA. Alors, vous adorez l'autodérision, vous êtes né dans le pays idéal. Ah oui, tout à fait, hein. Magnifique. J'adore votre devise pleine d'humour. Alors, si vous pouvez la dévoiler. Je remets à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui parce que demain, on sera peut-être plus obligé de le faire. Voilà. Donc, rassurez-moi, vous allez bien faire votre exposé aujourd'hui. Maintenant, oui. Ah, ça va, ça nous rassure. Alors, Théo, quel est le don de la nature que vous aimeriez avoir? J'aimerais le don
J'ai oublié le mot exact, mais je me tenez, souviens de la je vous le signification. La synchronicité, voilà, c'est la donc capacité à attirer la chance vers soi. Ah ben voilà, j'espère que vous avez la synchronicité en vous aujourd'hui. C'est l'espère aussi. le bon moment. On écoute Théo Raskin. Einstein a dit « Je crains le jour où la technologie prendra le pas sur les relations humaines. Le monde aura une génération d'idiots. » Avant de commencer, j'aimerais que vous fermiez les yeux simplement, parce que j'aimerais vous faire ressentir ce qu'on ressent grâce aux relations humaines, pour pouvoir après démarcher et s'en suivre avec une suite d'idées que j'ai moi-même concoctées pour vous. Je vais vous inviter simplement à fermer les yeux et à vous imaginer avec un être cher, en pleine conversation, en plein moment privé. Vous ressentez ou pas ce bol d'air, cet oxygène? Parce qu'on nous parle de liberté. Si vous avez ressenti, vous pouvez ouvrir les yeux. On nous parle de liberté, on nous rabâche les oreilles à coups de liberté, liberté d'expression, liberté des journaux. Mais est-ce que la liberté, elle n'est pas finalement dans le dialogue avec un ami, un débat? Moi, je crois qu'elle est là, la liberté. Excusez-moi, je vais juste couper mon GSM parce que je le sens vibrer dans ma poche depuis tout à l'heure. Vous voyez ce que je viens de faire? Vous voyez le mur que je viens de placer entre vous et moi, juste par la simple action de baisser les yeux et de mettre la poche dans le pantalon. Ce mur, on l'a tous déjà vécu. Tout le monde l'a connu au moins une fois. Que ce soit dans les cafés, que ce soit dans les restaurants, dans les soirées. Vous savez, ce mur, ce sont les deux amoureux qui sont face à face lors d'un dîner aux chandelles et qui, au moment du dessert, baissent les yeux vers leur téléphone et discutent de je ne sais quoi avec je ne sais qui. Il y a une vieille légende qui voudrait qu'en réalité, ils discutent entre eux par message interposé, mais c'est une légende. Ne nous emballons pas, ne nous emballons pas. Maintenant, je vais vous parler de plusieurs exemples que j'ai moi-même vécus et qui prouvent le problème que peut avoir la technologie sur les relations humaines. Vous savez, j'ai un ami, oui parce que j'ai des amis, vous savez, j'ai un ami qui est pro-Facebook, qui dit « Ouais, Facebook c'est génial, on peut discuter avec n'importe qui, n'importe quand, je peux discuter avec mes potes, ils sont même pas là. » Est-ce que discuter par Facebook, c'est vraiment communiquer? Est-ce que communiquer par message interposé, c'est vraiment communiquer? Est-ce que communiquer par mots interposés, c'est vraiment communiquer? Cette question paraît stupide, mais vous allez voir par la suite qu'elle ne l'est pas tellement. Les mots constituent 7% de notre capacité à communiquer. Ça veut dire que quand vous parlez par GSM, par message, vous perdez 93% de votre capacité à communiquer avec les autres. Alors oui, on me dira, oui, mais maintenant, il y a les émoticônes, puis les jeunes, ils savent se servir du téléphone, hein, ils ne sont pas complètement stupides, ils savent utiliser la ponctuation. Dans le meilleur des mondes, on récupère 10%, pas 93%. Autre exemple. J'ai un ami, j'ai toujours des amis depuis tantôt, ça n'a pas changé. Bon, il a pris la décision, il a décidé d'arrêter l'école. On n'en discutera pas ce soir, c'est un autre débat. Du coup, il prend des cours par correspondance sur le PC. Vous ne trouvez pas qu'on perd quelque chose? Parce que le professeur, quand il donne sa matière, il ne donne pas simplement sa matière telle qu'elle. Il y a une transmission, il y a un point de vue. Alors, on est d'accord ou pas avec, mais alors il y a débat, il y a échange humain, il y a contact. Moi, je trouve ça triste. Je trouve ça triste parce que le professeur, il partage aussi sa passion. Ça se voit dans le regard. Parce que oui, j'ose le dire, il y a encore des professeurs passionnés et passionnants. Ça existe. Exemple suivant, un peu moins drôle. Il y a une semaine, j'ouvre le journal et je vois en grande affiche « Nouvelle technologie, les robots dans les maisons de repos ». Les robots dans les maisons de repos. Vous croyez qu'elles ont besoin de quoi, les personnes âgées? Elles ont besoin d'un robot froid, distant, c'est ça? Alors, je ne dis pas, le robot fera peut-être d'excellents cafés. Hein, je n'aurai pas en doute la qualité du robot, mais
Mais qui va donner le sourire complice? Vous savez, le regard plein de compassion. Moi, je pense que c'est important. C'est important parce qu'on vit avec ça, c'est ce qui nous lie, ce qui crée notre société. Dernier exemple, ça en fera peut-être sourire plus d'un, le dictionnaire. Qui encore lit le dictionnaire? Qui l'ouvre encore? Dictionnaire, ouvrage intemporel dans lequel on a écrit toutes les richesses de notre langue française. Maintenant, aujourd'hui, quand on a un problème d'orthographe, on va taper sur Google, puis ça corrige. Ou alors, mieux, il y a la correction automatique, ce qui fait qu'on n'a même plus besoin de se casser le cerveau à écrire correctement. Il n'y a qu'à voir l'orthographe qui baisse dans chaque école. Non, j'aimerais poser une attention particulière sur la langue française parce que on est dans le débat de la communication. Je vous parle de la communication et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir une des langues les plus belles au monde. C'est la langue française, de par ses subtilités de mots. Je vais simplement conclure. Une ligne du temps. D'un côté, on a le passé, où la technologie n'existait pas, et de l'autre côté, on a le futur, où la technologie a complètement pris le pas sur les relations humaines. J'aimerais juste attirer votre attention, est-ce que finalement, on ne serait pas ici? Au passage de transition, vous savez, de l'un à l'autre. Les extrêmes ne sont jamais bons. Et puis les relations humaines permettent d'apprendre beaucoup plus que les bouquins. Quelqu'un qui a étudié pendant 30 années la Chine, alors super, il va vous déballer tous les rites, mais il sera incapable de vous dire ce qu'on ressent quand on les fait. Alors je peux le dire aujourd'hui, je crains le jour où la technologie prendra le pas sur les relations humaines. Parce que le monde aura une génération d'idiots. Merci beaucoup de votre écoute. Merci. Merci Théo. Petite information pour le jury, 6 minutes et 32 secondes. Autre candidat, il nous vient de l'IATA à Namur. Il aime élever son esprit et son corps par des écrits de culturisme. J'invite Karim Anoutio à me rejoindre. Alors Karim, pourquoi avez-vous décidé de participer à ce tournoi et est-ce que vous avez réfléchi avant de prendre ces décisions? Parce que l'un des principaux défauts que vous avez, c'est d'être empressé et d'être trop rapide. En effet. Alors, non, je n'ai pas réfléchi, car réfléchir est la meilleure façon de ne pas faire les choses. Ah, ben voilà. Non, j'ai tout simplement décidé de le faire parce que j'aime bien me lancer dans les choses que je ne connais pas, me lancer dans l'inconnu. Vous aimez Isaac Asimov, Pink Floyd, exactement, et Batman. Oui. Je ne vais pas dire qu'il allait chercher l'intrus. Alors, si vous pouviez n'en rencontrer qu'un, vous ferez le choix sur qui? Pour autant que Batman existe. Si ce n'est qu'un seul, je ne pourrais pas rencontrer Pink Floyd, pas le groupe entier du coup. Oui, alors du coup ce serait Isaac Asimov, mais malheureusement il est mort, donc je dirais, non pas Batman, du coup Ben Affleck, comme celui qui joue Batman dans le dernier épisode. Ah oui. À la question, et ça m'a bien fait rire, à la question quel est le métier que je n'aimerais pas faire, Karim a répondu, vous vous souvenez de ce que vous avez répondu? Oui, j'ai dit huissier. Huissier. Il y a des huissiers dans la salle? Non, désolé. Pas de huissier. Donc, tout naturellement, quand on vous demande à la question suivante quel serait votre plus grand malheur, vous répondez être huissier. Devenir huissier, voilà. Quelle est votre devise? Ma devise est que le monde n'est qu'un seul pays et que nous sommes ses citoyens. Je pense que je mets ça. C'était ça, c'est une bonne réponse, c'est correct. Votre héroïne préférée dans l'histoire est Rosa Parks. Oui, en effet. Voilà, peut-être parler un peu d'elle. Disons que j'ai trouvé que c'était une femme qui avait du caractère et elle représente bien, je pense, la place de la femme aujourd'hui. Des personnes de caractère qui n'ont pas peur de prendre le pas sur, disons, le côté machiste des hommes. Et aussi, en tant que personnage, tout simplement, elle a pu se mettre en avant, faut pas se mettre en avant, mais elle a pu contredire des préceptes qui étaient mis là, qui oppressaient les personnes. Et voilà. Donc c'est une dame, une femme noire qui a refusé de céder sa place sur le bus. À un blanc dans le bus. Et puis il y a une campagne de mobilisation, de boycott de cette compagnie-là. Et puis derrière cette campagne, il y avait un jeune pasteur, Martin Luther King. Et ça tombe bien puisque vous allez plancher sur cette citation. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. À vous, Karim. Merci. Alors, je ne répéterai pas cette phrase car elle a déjà été dite 3 fois ce soir, donc non merci. Alors, que veut-on dire par là? Premièrement, on va se remettre en contexte. Martin Luther King, qui est-ce?
C'est un homme qui est mort il y a 50 ans, donc qui a prononcé cette phrase il y a 50 ans. En effet, il l'a dit le 31 mars 1968 et il est mort 5 jours plus tard. Quelle fatalité. Alors, que te dire? Excuse-moi. C'est triste, c'est vrai. C'est un homme qui meurt, mais qui laisse derrière un héritage. Un grand héritage. Un héritage pas seulement pour un peuple, pas seulement pour le peuple noir afro-américain, non, pour l'humanité. C'est vrai, quand il a dit cette phrase, il s'adressait à un groupe d'individus. Il savait très bien que ce groupe d'individus devait être uni pour pouvoir réussir, pour arriver à contrer cette fatalité qui était face à eux. Mais aujourd'hui, nous vivons dans un monde d'interdépendance. C'est vrai, quelque chose qui se passe à un bout du monde, il arrive ici, à notre porte. Ce que nous faisons ici, ici chez nous, arrive aussi là-bas, de l'autre côté du monde. Donc ça veut dire que chaque chose que nous faisons a un impact direct. Ce qui veut dire donc que nous devons prendre plus en compte les autres et pas seulement se focaliser sur soi-même. Martin Luther King a parlé de frères, de fraternité. Que veut-il dire par là? Pas seulement de frères de sang. Il parle en effet de frères spirituels, mais bien plus que ça. L'humanité elle-même est une fraternité. Nous sommes tous des êtres humains. Nous faisons partie du peuple humain. Nous faisons partie de la famille humaine. Donc nous sommes tous des frères, en quelque sorte. Être un frère, c'est pouvoir regarder dans les yeux une personne, lui dire « je t'aime », pouvoir savoir, malgré ses erreurs, qu'elle sera toujours là, à nos côtés, et savoir être aussi à ses côtés, malgré n'importe quelle de ses erreurs. C'est aussi comme ça qu'on peut aussi parler d'un couple. Un couple, c'est aussi ça. Mais en fin de compte, un couple, à la fin, ça devient une amitié. Une amitié, justement, oui, l'amitié, parlons-en de cette amitié. Cette amitié, c'est aussi une forme de fraternité. Vous pouvez aimer quelqu'un qui ne vous aime pas. Ça arrive à tout le monde. Ça m'est arrivé plein de fois. Mais vous ne pouvez pas vous prétendre l'ami d'une personne qui n'est pas votre ami. Une personne qui vous a jamais regardé. Aujourd'hui, nous devons apprendre justement à être amis. Apprendre, oui, ce mot, apprendre, c'est une chose si simple. On le pense, c'est vrai, ça fait 13 ans que j'apprends, et ça fait seulement depuis 1 an que j'ai compris comment apprendre. Nous devons apprendre à apprendre. Ça fait beaucoup de fois de mots apprendre. C'est pas si simple, en fin de compte. C'est vrai, arriver à retenir par cœur quelque chose, l'avons-nous vraiment appris? Apprendre, c'est aussi acquérir de la sagesse. Je vais vous parler d'un enfant. Alors, son nom est complètement compliqué à prononcer. C'est un enfant qui est né en Iran. Mais disons que si vous tapez le Bab sur Internet, oui, Internet, je sais, vous trouverez assez rapidement des informations sur lui. Alors, le Bab, quand il était petit, dans sa prime jeunesse, vivait dans un monde spirituel très musulman. Et à l'école, il devait apprendre par cœur le Coran. Il avait un âge tel que 10 ans, quelque chose comme ça. Et quand son professeur lui a demandé de réciter par cœur le Coran, il lui a dit « Non, monsieur, je ne le réciterai pas tant que je n'aurai pas compris ce qui est noté dedans. » Et là, on peut voir qu'il a appris quelque chose. Et que lui-même a appris aux autres quelque chose. Il a pu apprendre à une personne qui, oui, est plus âgée que lui. Une personne qui est censée lui apprendre des choses. Donc nous pouvons apprendre en effet à tout âge et par n'importe qui. Ensuite, Martin Luther King nous parle de ensemble. Ce n'est pas tout seul que nous allons faire les choses. Nous ne devons pas se recluer sur nous-mêmes à cause de cette société qui, oui, nous oblige, entre guillemets, à rester seuls. Disons que c'est un choix. Nous prenons le choix de ne pas apprendre à connaître la personne qui est assise à côté de nous. Concrètement, nous sommes ici depuis plus ou moins une demi-heure. Savez-vous vraiment qui est la personne assise à côté de vous? Si ça se trouve, c'est la première fois que vous passez autant de temps à côté de cette personne et vous ne vous êtes même pas intéressé à elle. Mais par contre, vous êtes proche d'une personne des milliers de kilomètres par rapport à vous. Ce n'est pas comme ça que les choses devraient fonctionner. Non. On nous demande d'éteindre notre téléphone avant de faire quelque chose, parce qu'on sait très bien que voilà, on va à un moment s'arrêter pour être proche d'une autre personne. Bon, je ne vais pas m'arrêter là-dessus parce que Théo a déjà parlé de la technologie, donc je n'en parlerai pas plus. Mais voilà, nous devons apprendre à être frères et apprendre à être ensemble. Il nous parle aussi d'idiotie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire idiotie? C'est vrai, on peut lâcher ça simplement à quelqu'un, oui, espèce d'idiot, sans même savoir qu'est-ce que ça veut dire. Une personne idiote, c'est une personne qui, on le dit souvent, est dénuée d'intelligence. Je pense pas. Je pense qu'une personne qu'on peut qualifier de idiot, c'est une personne qui scie la branche sur laquelle il est assis, en sachant consciemment que ce qu'il fait est mauvais pour lui. À ce moment-là, on peut parler d'une personne idiote.
Du coup, je suis désolé de vous le dire, nous sommes tous des idiots. Parce que nous sommes tous en train de nous individualiser, en train de regarder nous-mêmes à la place des autres et en train de scier la branche sur laquelle nous sommes assis. Mais vous êtes des petits chanceux car aujourd'hui je vous écarquille les yeux et vous savez donc que vous n'êtes pas tous des idiots à partir de maintenant. Pourquoi? Parce que vous savez très bien qu'à partir de ce moment-ci, nous allons tous travailler ensemble, main dans la main, tels des frères, tels des individus qui se connaissent, cœur à cœur, pour œuvrer pour l'unité de l'humanité. Oui, nous le pouvons. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres humains, car nous avons cette capacité de pouvoir apprendre à connaître et à adorer. Ces mots furent prononcés par Baha'u'llah, qui est le prophète de la foi Baha'i, et il l'a dit en 1830 plus ou moins. Alors oui, je parle de religion, oui c'est vrai, et oui, je suis Baha'i, et je m'en fous, je vous le dis. Parce que voilà, aujourd'hui, être d'une religion, ça semble compliqué, mais franchement, qu'est-ce que c'est? Les gens n'ont rien à faire. Moi, je le dis, et c'est même mieux, je préfère le dire, je préfère ne pas m'en cacher. Il y a tant de préceptes que l'on peut apprendre dans la religion. Pourquoi se casser la tête à vouloir trouver d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la divinité? Oublions le passé, enfin oublions le passé, n'oublions pas le passé, mais ne nous attendons pas seulement sur le passé. Voyons l'avenir et plongeons-nous dans ce qu'il y a de nouveau sur cette terre. Plongeons-nous dans ce que les hommes nous donnent, dans ce que nous nous donnons. Alors, je vous demande, à vous tous, de venir avec moi, de prendre mes mains et de prendre l'étendard de la fraternité, de la sincérité et d'aller conquérir ce monde en péril et de construire un nouveau monde basé sur l'amour sincère et l'unité. Merci. Merci. Merci Karim. 6 minutes 46 secondes, c'est comme si c'était fait passer le chrono, c'est bien, c'est plus ou moins dans le même laps de temps. Maintenant, 4e candidat ou 5e, je ne sais plus, le temps passe vite. 5e, Théophile Pollet de la Providence de Champion. Théophile, c'est bien, vous n'avez pas trébuché en me rejoignant, pourtant ça aurait collé parfaitement à votre thématique. C'est quoi votre thématique, la citation? Eh bien, je vais vous avouer, j'ai répondu à ce questionnaire il y a 2 semaines et je m'en souviens plus trop. Ah ben oui. En tout cas, la thématique, vous connaissez, votre citation. La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. Voilà. Alors, ce questionnaire, j'ai éclairé votre lanterne. Hein. Vous voudriez être polytechnicien? Oui, tout à fait. Vous confirmez cette réponse? Oui, oui. Vous voulez toujours l'être? Oui. Vous adorez Molière? Vous adorez le théâtre? Oui, oui, j'en fais depuis 11 ans. Et vous pratiquez où? À Iguezé. Voilà. Vous avez déjà joué une pièce de Molière? Non, mais j'aimerais beaucoup. Et pourquoi participer à ce concours? Pourquoi? Il y a diverses raisons, mais la principale, c'est que je pense que j'aimerais tout premièrement représenter notre génération. Parce que souvent, on la critique, on dit qu'elle ne fait pas assez d'efforts et qu'elle se renferme sur donc les réseaux sociaux et Internet, ce que Théo a parlé. Et je pense qu'il faut vraiment montrer tel qu'on est et prouver qu'on n'est pas que des glandeurs. Ah ouais, voilà. Prouvez-le, Théophile Pollet de Champion. Merci. Eh bien, bonjour. Vous vous amusez bien? Vous passez une belle après-midi? C'est vrai, elle est géniale cet après-midi. Mais imaginez un instant que cette après-midi soit très ennuyante, que vous passiez le pire moment de toute votre vie. Auriez-vous répondu en chœur? Non, on en a marre, remboursez! Improbable, n'est-ce pas? Et pourquoi n'auriez-vous pas manifesté votre mécontentement? Eh bien, parce que ça ne se fait pas. Notre société n'aime pas les failles, n'aime pas les échecs. D'ailleurs, qui n'a jamais caché à ses parents une interro ratée? L'autre jour, j'entendais une conversation dans le bus. Quoi? Ta fille a encore raté sa 3e? Mais elle a 19 ans, non? Oui, mais elle voulait changer d'option. Et puis, tu sais, les trajets en bus, en fait, elle n'a pas vraiment raté. Hein. Souvent, lorsque l'on rate quelque chose, on se cherche des excuses. Cela nous permet de penser que l'on est parfait, meilleur que les autres. Malheureusement, mesdames et messieurs le jury, je vais devoir vous décevoir. Personne n'est parfait. Ni vous, ni moi. Non, madame, même pas votre mari, je suis désolé. Nous avons déjà tous vécu, un moment ou l'autre, un accident, une épreuve à surmonter. Et c'est là que ça devient intéressant. Comment? Eh bien, c'est très simple. Il vous suffit d'accepter l'échec. Après, vous l'analysez et vous le surmontez. C'est la seule façon de s'améliorer. C'est pour cela que Martin Luther King a dit un jour: la plus grande gloire
n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever après chaque chute. J'ai ouvert une confidence. L'année dernière, c'est vrai, j'ai dû me rendre 2-3 fois dans le bureau de mon proviseur. Et non, on ne dirait pas, mais je ne suis pas l'élève modèle que vous auriez pu imaginer. J'en ai fait des bêtises. Je suis sûr d'ailleurs que si nous avions fait un petit tour dans la salle, il y aurait beaucoup d'avis en ce sens, n'est-ce pas? D'ailleurs, dans cette salle, il me semble qu'il y a beaucoup de parents, n'est-ce pas? Vous souvenez-vous des premiers pas de vos enfants? J'ai un petit frère, je pense qu'il est là-bas. Il a 3 ans. Et il y a 2 ans, il faisait ses premiers pas. Enfin, il essayait. Après de longues, effectivement, longues tentatives, il a fini par marcher. Mais ça a duré des heures et des heures. Il est tombé de nombreuses fois, il s'est fait mal aux genoux. Mais jamais, au grand jamais, je n'ai entendu quelqu'un lui dire « Mais arrête, enfin, tu vois bien que ça sert à rien, tu vas finir par te faire mal aux genoux, tu vas casser le parquet si tu continues, arrête, hein !» Non, non, nous étions tous derrière lui et nous l'encouragions. Et c'était la dernière personne à vouloir abandonner. Bien sûr, je suis certain qu'il y aura certainement quelqu'un dans le public qui voudra me dire « Oui, mais ça, c'est facile, hein, comme exemple, c'est un peu bateau. » Mais pour un enfant d'1 an, apprendre à marcher est comparable à bâtir un empire pour un homme d'affaires ou réussir sa réto pour un élève de 17 ans. Mais il y a aussi les vrais héros. Ceux qui n'abandonnent jamais, qui ne se battent pas pour une victoire personnelle, mais pour l'humanité. Ils sont nombreux sur Terre, mais j'aimerais vous en citer une. Elle s'appelle Malala Yousafzai. Elle est pakistanaise et a 2 ans au moins que moi. Depuis ses 11 ans, elle se bat contre les talibans pour que les enfants de son pays puissent aller à l'école. Et il y a 4 ans, les talibans ont essayé de l'assassiner. Elle a reçu de nombreuses balles et malgré de graves blessures à la tête et à la gorge, elle a continué son combat. Et aujourd'hui encore, elle se bat. Et du haut de ses 19 ans, elle a reçu de nombreux prix, dont le prix Nobel de la paix. Et elle fait partie des 100 personnes les plus influentes sur Terre. Bien sûr, nous avons tous une petite gloire à mener. Elle n'est peut-être pas très haute, elle n'est peut-être pas inaccessible, mais dites-vous bien que tant que vous n'avez pas abandonné, votre gloire n'est pas très loin. Vous voyez cette lumière qui m'éclaire depuis 6 bonnes minutes? Oui, il y en a 2. Oui, c'est la lumière qui me donne très chaud et qui commence à me faire transpirer. Eh bien, si Edison avait abandonné après ses 1200 tentatives, non seulement il n'aurait jamais été célèbre, mais en plus, l'ère technologique que nous connaissons aujourd'hui, oui, dont le petit appareil technologique qui vibre si souvent dans vos poches, eh bien, vous ne le connaîtrez peut-être jamais. De plus, aujourd'hui, au grand malheur, vous auriez dû m'écouter dans le noir. Alors, si un jour vous faites face à un échec, souvenez-vous d'aujourd'hui, souvenez-vous de moi, de ma personne, et souvenez-vous de ce que je viens de vous raconter. Et essayez, faites une nouvelle tentative, essayez encore et encore et encore. Essayez au moins 1200 fois. Essayez au moins jusqu'à la gloire. Merci. Merci Théophile. Merci. 5 minutes 15, le plus rapide, et je suppose que vous remettez un bonjour à votre proviseur. Une poignée de main ou une bise? Une bise. Une bise, ouais. Dernière candidate de ce tournoi, Laure Rullemont, je l'invite à venir près de moi, qui nous vient du collège d'Erpan. Vous êtes la dernière candidate à passer, alors vous avez droit à un joker. Vous pouvez vous exprimer en néerlandais. Est-ce que vous prenez votre joker ou pas? Non, ça ira. Ça va, vous laissez votre joker, ça c'est magnifique. Vous aimez les défis. Alors pourquoi avez-vous décidé de vous lancer ici dans ce tournoi d'élégance? Est-ce Robin Williams qui vous a inspiré dans le cercle des poètes disparus, puisque c'était un de vos films ou un de vos héros imaginaires préférés? Non, c'est pas vraiment lui. C'était plutôt sur une prise de tête en fait. Je me suis levée le matin, je me suis dit je vais apprendre le texte que j'ai écrit et je vais passer et on verra si ça passe ou si ça casse. Ah, vous êtes impulsive aussi comme Marielle. Je sais pas si je le suis autant, mais... Il y a 2 impulsives parmi nous. Vous êtes rêveuse, Oui, bordélique, carrément. ça m'évoque quelque chose, et vous aimeriez voler. Oui. Et vous aimez aussi écrire. Qu'est-ce que vous écrivez? Oh, de tout. Des nouvelles, des poèmes? Des nouvelles, des poèmes. Vous lancez, s'il y a peut-être un éditeur dans la salle, c'est peut-être le moment.
Bon, ça va. Voilà, alors, pour détendre l'atmosphère, hein, je vais reprendre la question 23 du questionnaire que vous avez rempli avant l'épreuve. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. C'est une question qui invite vraiment à la jovialité. Comment aimeriez-vous mourir? Et votre réponse donne presque envie de sauter, au fait. Dites-moi ce que vous avez répondu. De sauter du haut d'une falaise avec ma chanson préférée dans les oreilles. Voilà, à fond dans mes oreilles, vous avez mis. À fond dans les oreilles. Voilà, si ça inspire quelqu'un, enfin, je trouvais la question assez comique de la part du Lions Club, c'était sympa. Plus tard, qu'aimeriez-vous être? Journaliste, peut-être. C'est une excellente réponse. Je reste quoi? Je crains le jour où la technologie dépassera nos relations humaines. Le monde aura une génération d'idiots. On écoute votre exposé de 6 minutes. Merci beaucoup. Tarek est assis par terre. Le vent lui gifle la figure et lui siffle dans les oreilles. Il a 6 ans aujourd'hui. Il aurait dû le fêter avec sa famille dans une petite maison de campagne. Il aurait mangé du gâteau jusqu'à en avoir mal au ventre, aurait ouvert l'ensemble de ses cadeaux et, exceptionnellement, se serait couché un peu plus tard que d'habitude. Voilà comment tout aurait dû se passer. Tarek est assis par terre, sa jambe lui fait mal et ses pieds nus sont couverts de plaies. Sa maman est juste là, allongée sur le sol. Son teint est livide et son cœur s'est arrêté. Son teint est livide et son cœur s'est arrêté. Il entend des bruits, il tremble de peur. On n'a plus passé une seule nuit tranquille depuis longtemps à Alep. Les bruits se rapprochent, on entend le ricochement des balles sur les parois. Un homme tombe raide mort à quelques mètres. Le petit garçon essaye de calmer sa respiration, tant bien que mal, ferme les yeux, inspire une dernière fois et... La bombe atomique, la poudre à canon et les armes à feu. La Seconde Guerre mondiale, Tchernobyl, les attentats du 11 septembre. Un beau tableau, n'est-ce pas? L'homme semble avoir un don exceptionnel pour l'autodestruction. La situation que je viens de vous expliquer avec Tarek n'est qu'un exemple pour appuyer ma théorie et est une situation qui peut être totalement plausible actuellement. Le progrès est tel que l'homme va parfois au-delà de la création. Alors qu'il est censé innover pour survivre ou pour tendre à un meilleur confort de vie, il le fait tout aussi souvent pour détruire, pour se détruire. Albert Einstein a dit un jour « Je crains le jour où la technologie dépassera les relations humaines. Le monde aura alors une génération d'idiots. » Et je ne m'attarderai pas sur le sujet de la nouvelle génération Y, de l'impact que pourraient avoir les smartphones sur les jeunes, de l'évolution de l'intelligence artificielle ou encore de l'apparition des robots. Ce serait mal analyser la phrase d'Einstein. Quand il parlait de technologie, il parlait de l'ensemble des découvertes qui rythment et changent notre quotidien. Il était impossible qu'il sache que les ordinateurs prendraient une place aussi importante dans notre société, tout simplement parce que sa phrase a été prononcée au début du XXe siècle et qu'à ce moment-là, les GSM et autres appareils électroniques n'étaient que des curiosités de laboratoire. Pour comprendre ce qu'il voulait dire, il faut remonter quelques années auparavant. Il y a 3 petits mots que j'ai dit. La bombe atomique. Cette dernière a été créée, ou plutôt envisagée, le 2 août 1939, quand Einstein a été contraint, sous pression, d'envoyer une lettre à Roosevelt afin de déclencher le projet Manhattan. Le projet Manhattan n'est qu'un simple nom pour exprimer la conception de la toute première bombe atomique. Cette dernière a été utilisée à la fin de la Seconde Guerre mondiale, plus ou moins en 1945, oui, fatalement, et a été utilisée par les forces américaines contre la résistance japonaise. Nous connaissons tous la suite. Beaucoup de morts, beaucoup de sang et des séquelles énormes dues aux radiations. Alors, quand Einstein disait « Je crains le jour où la technologie dépassera les relations humaines », eh bien, il parlait de sa crainte face à cette création. Il avait peur que sa propre conception puisse être utilisée à d'autres fins que la seule curiosité scientifique. Il avait peur que cette bombe soit utilisée à des fins de destruction. Et il avait bien raison de s'inquiéter. Sa réflexion n'a pris aucune ride. Si nous prenons par exemple l'exemple actuel du clonage qui soulève d'énormes questions, le clonage et tout ce qui s'ensuit, toutes les découvertes qui s'ensuivent, progressent à une telle vitesse que
les politiciens ne savent même pas comment gérer tout cela. À échelle universelle, les politiciens ne savent pas gérer tout cela. Il ne reste donc à espérer pour l'avenir que l'humain saura imposer les bonnes limites au bon moment. Et permettez-moi de douter de lui, de nous. Si je regarde en arrière, je me dis qu'on répète inlassablement les mêmes erreurs. Regardez, après la Première Guerre mondiale, nous avions dit plus jamais. Pourtant, nous en avons fait une deuxième, et nous parlons même maintenant d'une troisième guerre mondiale. Après le génocide du Rwanda, nous avions dit plus jamais. Pourtant, combien de litres de sang ont encore coulé depuis? Albert Einstein disait « Je crains le jour où nous aurons une génération d'idiots. » Eh bien, je pense qu'il est trop tard, que cette fatalité est tombée. Je vais finir par une petite citation d'une jeune étudiante française qui disait « L'orgueil de l'humanité est tel qu'elle nous rend aveugles face à notre propre autodestruction. » Eh bien, c'est exactement ça. Nous sommes aveugles, ou plutôt nous ne voulons pas voir toutes les erreurs que nous avons commises et que nous commettons encore. Si l'erreur est humaine, eh bien, je suis totalement d'accord avec cette phrase. Reste à savoir jusqu'où nous irons, jusqu'où nous nous détruirons. Voilà. Voilà, merci. Merci Laure, c'était donc la dernière candidate pour cette première épreuve. J'invite peut-être un membre du jury, ils ne sont pas au courant, à venir me rejoindre sur le plateau pour une petite interview avant de passer à la deuxième épreuve. Au hasard, Monsieur Hock, dites un chiffre entre 1 et 342. Ah ben voilà, ça tombe sur vous, donc vous pouvez venir me rejoindre. Voilà, le hasard, voilà. Vous pouvez venir me rejoindre pour une petite interview. Monsieur Hock, qui est donc... Vous êtes donc avocat, pouvez-vous me dire, je vais vous laisser le micro, voilà ce que vous avez pensé de cette jeunesse frétillante? Eh bien, je suis toujours émerveillé par l'audace, parce que ce n'est pas du tout évident de prendre son risque et d'oser venir parler devant une assemblée. Rien que pour cela, je les félicite. Et rétrospectivement, je crois que la jeunesse d'aujourd'hui a parfois plus d'audace qu'on en avait il y a 30 ou 40 ans par rapport à s'engager ainsi et à s'exprimer. Donc pour tout cela, je les félicite et j'ai été intéressé par l'ensemble des propos et nous délibérons bien évidemment de la qualité des meilleurs. Alors une dernière question. Que chacun soit ici félicité pour ce qu'ils ont dit. Pour leur courage. Et leur courage. Vous qui êtes avocat, est-ce que vous avez dans votre formation pour devenir avocat, est-ce qu'on apprend l'art oratoire, l'éloquence? Eh bien non, c'est une grosse discussion que nous avons maintenant, de savoir s'il faut faire des cours de formation, notamment en art oratoire. Car l'art oratoire, on peut l'avoir de manière assez innée, d'avoir un don, mais il est vrai aussi que l'art d'exposer et de plaider, c'est l'art de convaincre, et qu'il y a peut-être là des choses encore à apprendre. Nous avons prochainement un congrès avocat.be qui rassemble tous les avocats, appelons-la de la Wallonie, Bruxelles, et il y a notamment une formation durant ce congrès où un grand avocat parisien va venir nous donner un cours de plaidoirie. Et il y a bien des avocats qui peuvent avoir 20, 30 ans d'ancienneté qui s'inscrivent à cette formation. Il y a donc toujours à apprendre. On sera présent pour faire un reportage, ce sera intéressant. Merci en tout cas, Monsieur Hock. On se rejoint dans quelques instants pour la deuxième épreuve. Ce tournoi d'élégance, une deuxième épreuve qui consiste en un débat pour ou contre, une joute oratoire donc entre deux candidats. Alors ils connaissent les trois thèmes potentiels mais ne savent pas encore s'ils devront défendre le point de vue pour ou le point de vue contre. Ce sont des thèmes que nous avons abordés lors de débats sur Canal C. 6 candidats, donc il y aura 3 mini-débats de 6 minutes dans lesquels je jouerai le rôle de modérateur. Et je sens que vous trépignez d'impatience, vous n'en pouvez plus. Voici les thèmes potentiels pour les candidats et j'invite, d'abord je vais citer ces 3 thèmes. L'usage des smartphones doit-il être réglementé chez les 12-18 ans? Ça c'est un des thèmes possibles. Deuxième thème, les sanctions administratives communales. Est-ce la solution contre les incivilités? Et troisième thème possible, harcèlement à travers les réseaux sociaux. Est-ce une fatalité? Alors pour cette deuxième épreuve, nous allons procéder à un tirage au sort en 2 temps. Et pour cela, j'invite Ariane Brion à venir me rejoindre. Ariane Brion qui, je rassure Karim, n'est pas huissier de justice.
Voilà. Est-ce qu'il y a une main innocente dans la salle? Non, il n'y en a pas, donc je vais prendre la mienne. Le premier sujet qui sera débattu ce soir est, ça fait un peu Eurovision, l'usage des smartphones doit-il être réglementé chez les 12-18 ans? Je remets le papier à un endroit où il n'y a pas de confusion, voilà, ici. Et, suspense, roulement de tambour, je ne sais pas si quelqu'un peut faire un roulement de tambour. La candidate qui aura le point de vue et qui devra défendre le point de vue pour par rapport à cette thématique est Justine Bellic, qui peut me rejoindre ici à droite et se mettre en position. Voilà. Voilà, Justine. Et le deuxième nom, un candidat que vous préférez? N'importe. Okay. Ils sont tous redoutables. Et c'est Théophile Paulet. Voilà, ça, ils sont déjà en place pour le premier débat. On va continuer le tirage au sort pour les débats, les prochains débats. Le harcèlement à travers les réseaux sociaux, une fatalité, point d'interrogation. Et devront cogiter sur ce débat. Le point de vue pour sera défendu par Maria Renard. Voilà, j'espère que vous retenez les thématiques. Et le point de vue contre Karim Anotio. Voilà. Je vois que ça trépigne déjà d'impatience. Et là, si vous devinez le troisième thème, vous êtes très très fort. Les sanctions administratives communales, la solution contre les incivilités. Je montre quand même parce qu'on pourrait nous accuser de trucage, mais voilà. Je vois que monsieur prend une photo pour acter la chose. Voilà. Et là, seul suspense, on connaît le couple qui participera à cette joute oratoire, mais qui aura le point de vue pour. Ce sera Théo Raskin. Et le dernier, je vous le donne en 1000. Non, c'est vrai. Personne ne suit, c'est magnifique. Laure Rullemont. Voilà pour les points de vue. Alors, voilà, retenez bien les candidats derrière, hein, quelles sont vos thématiques, pour ou contre. Le point de vue pour se passera toujours à ma droite et le point de vue contre à ma gauche. Alors, quelle a été la première thématique, pour voir si vous avez bien retenu, parce que moi j'ai oublié. L'usage des smartphones. L'usage du smartphone doit-il être réglementé chez les 12-18 ans? Alors, une étude a montré que 95% des jeunes âgés de 12 à 18 ans passent en moyenne 3h45 par jour en semaine. Ça augmente encore quand c'est le week-end. Alors, c'est beaucoup trop, selon vous? Je ne pense pas, parce que selon moi, les réseaux sociaux, non. Oui, les smartphones sont devenus vraiment un outil de travail et ça s'est vraiment éparpillé un peu dans tous les domaines, surtout dans ce qui est scolaire, parce que de plus en plus, les profs proposent aux élèves des remédiations sur les GSM ou même lorsqu'il s'agit de travail de groupe, on peut interagir avec les autres élèves à l'aide de ces smartphones et je pense que c'est vraiment un outil de travail très utile pour notre génération. Justine, votre point de vue, est-ce qu'il faut réglementer l'usage du smartphone chez les 12-18 ans? Alors évidemment, pour moi, c'est oui. Alors je suis tout à fait d'accord avec ce qui dit que ça devient de plus en plus un outil de travail. Mais bon, qu'on ne se le cache pas, entre nous ou les autres personnes qui ont entre 12 et 18 ans dans la salle, on utilise surtout nos smartphones pour les messages, pour Internet, pour tous les réseaux sociaux. On ne va pas se le cacher, on ne travaille pas très très souvent avec. Et il faut aussi savoir que, certes, 95% ont un smartphone, mais il faut surtout savoir que 21% des adolescents qui ont un smartphone en sont dépendants. Et c'est là que se trouve la réelle problématique. Alors aujourd'hui, avec les smartphones, on voit des jeunes qui s'envoient des messages alors qu'ils sont quasi côte à côte. Hein. On n'est plus dans une communication directe, mais dans une communication médiatisée. Qui dit smartphone dit évidemment réseaux sociaux. Vous qui êtes contre la réglementation, que répondez-vous à ceux qui disent que les réseaux sociaux finalement nuisent à l'apprentissage des relations humaines, les vraies relations, et qu'il y a un risque de confinement finalement dans les relations virtuelles? Eh bien, je ne suis pas entièrement d'accord parce que je pense que tout premièrement, ça permet de créer des contacts plus facilement, même si ce ne sont pas toujours des vrais contacts. Évidemment, je suis d'accord avec le fait que pour une vraie relation, il faut un contact réel, dans la vie réelle et non virtuel. Mais d'un autre côté, je pense également que pour les personnes, par exemple, les plus timides, c'est un outil, encore une fois, assez facile et qui permet un usage plus adéquat pour ces personnes. Justine, vous partagez ce point de vue?
Oui, je suis tout à fait d'accord que pour une personne timide, ça doit être relativement plus simple. Après, nous ne sommes pas spécialement tous timides. Et pour moi, les réseaux sociaux ne sont pas spécialement une aide pour les personnes timides, mais les réseaux sociaux se définissent comme un voyeurisme et un exhibitionnisme. Tout dépend de quel côté l'on se trouve. Et c'est réellement quelque chose qu'il faut réglementer, car ça peut être à l'encontre de certaines lois, comme simplement la loi du droit de l'image, qui est de moins en moins respectée de nos jours. Et bien qu'on la connaisse, on ne la respecte pas spécialement. Théophile ? Si je peux me permettre, si l'on propose une réglementation du point de vue des smartphones, souvent on sait que chez les jeunes, ça crée justement l'effet inverse, parce qu'on sait très bien, je le fais souvent, que les jeunes aiment braver les interdits. Et donc, à mon avis, selon moi, instaurer une réglementation entraînera une plus grande utilisation chez les jeunes, les smartphones, comme l'usage de la cigarette qui est interdit aux moins de 16 ans. On sait très bien que les plus jeunes la consomment aussi, alors que c'est interdit. Interdit, ce serait finalement encourager les jeunes à le faire ? Tout dépend de la réglementation qui est imposée. On ne parle pas spécialement d'une réglementation qui se voudrait une réglementation d'interdiction. On pourrait très bien parler d'une réglementation qui serait plus du type de prévention. Donc ce serait vraiment prévenir les jeunes. D'accord, nous savons les problèmes qui sont liés à cela, mais est-ce que nous en tenons réellement compte ? Il faudrait vraiment informer de manière concrète les jeunes sur tous les dangers qu'il y a sur les smartphones et pas seulement dire c'est très vague. Oui, le droit à l'image, j'en ai parlé tantôt, il faudrait clairement expliquer ce que c'est. On pourrait parler l'exhibitionnisme, le voyeurisme, il faut clairement expliquer ce que c'est pour qu'un jeune puisse comprendre et enfin réagir sur tous les dangers que les réseaux sociaux et les smartphones engendrent. Une question à vous deux. À 12 ans, est-on assez mûr pour avoir un smartphone et faire face à toutes ces applications et ces implications ? Selon moi, 12 ans, c'est assez jeune. Mais je pense que, par exemple, pour les réseaux sociaux, je sais qu'il y a de nombreuses réglementations, dont Facebook, par exemple, il faut un certain âge, et je pense que c'est 13 ans. Et bien souvent, c'est quand même assez... les renseignements que la personne donne sont quand même assez vérifiés. Donc je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire, que ce soit pour les smartphones, parce qu'en général, si ce n'est pas les réseaux sociaux, c'est aussi les applications, les jeux. Je pense que jouer à un jeu de société ou jouer sur un smartphone, c'est assez identique. Justine, les réactions ? Oui, alors moi je tenais plus à revenir sur ce qui a été dit à propos de Facebook, de l'inscription. Donc oui, en effet, c'est à 13 ans qu'on peut seulement s'inscrire, enfin seulement, entre guillemets, parce que pour moi je trouve ça relativement tôt, voilà, sur Facebook, mais aucune donnée n'est vérifiée. Je peux très bien inscrire ma petite sœur, par exemple, qui a 7 ans sur Facebook, en disant elle est née en 1998, Facebook ne va absolument jamais vérifier mes propos. Et il suffit que quand elle ait passé l'âge de ses 13 ans, on rechange la date de naissance. Facebook n'a aucun problème avec ça. Je pense qu'on peut changer 1 voire 2 fois. Il y a aucune enfin si, il y a une réglementation, mais elle n'est pas adaptée, elle n'est pas justifiée, elle n'est pas vérifiée. Théophile, il vous reste 39 secondes. J'aimerais revenir sur le point de vue du fait de réglementer. Je pense qu'il y a aussi le fait qu'on puisse réglementer du point de vue familial, parce que réglementer, je ne sais pas si on parlait vraiment de la réglementation en général, mais souvent, le fait de réglementer va donner aux jeunes une impression va lui donner l'impression qu'il ne sait pas gérer lui-même son temps libre et ses actions, et donc vont lui faire prendre conscience qu'il n'est pas capable, à son âge, d'utiliser les smartphones. Je pense que c'est dévalorisant pour les jeunes. Justine, 17 secondes en guise de conclusion. Alors ça peut être dévalorisant, tout dépend de la manière dont ils l'utilisent, parce qu'après on voit bien qu'avec certains réseaux sociaux, je parle de Ask ou de Facebook, on peut très bien parler en étant totalement caché. Pour moi, ça doit être une réglementation, certes, mais pas une réglementation qui se veut d'interdiction, comme j'ai déjà dit, mais une réglementation de prévention et d'explication surtout. Voilà, merci beaucoup. Vous pouvez rejoindre vos places. Le débat est terminé. J'invite maintenant pour... excusez-moi, je n'ai pas une mémoire d'éléphant. Pour le deuxième débat, tirage au sort, donc le point de vue pour ici à ma droite et le point de vue contre. Rappelez-moi quel était le débat. C'était est-ce que le harcèlement par smartphone est une fatalité ? Voilà, on reste un peu dans le domaine, avec ici une petite variante. Je remets vos compteurs à 0. Voilà. Donc, Karim, le point de vue contre. Ouais. Et Maria, le point de vue pour. Oui. Voilà. Alors, les réseaux sociaux, première question, s'apparentent-ils, selon vous, à une arme d'humiliation massive ? Eh bien, ça pourrait, mais heureusement, il y a le bouton bloquer, et donc on peut bloquer cette utilisation. Donc, ce n'est plus une arme. Je pense que pour les plus faibles,
pour les plus jeunes aussi. Oui, effectivement, ça s'apparente à une arme que l'on peut utiliser contre eux, dans le sens où tout le monde ne pense pas forcément à bloquer à partir du moment où ils se retrouvent donc piégés comme on pourrait le faire avec un animal. Souvent, l'harceleur n'est pas seul. Souvent, c'est un groupe. Donc bloquer une personne, ok. Bloquer 2 personnes, ok. Bloquer 3 personnes, ça commence à devenir difficile dans le sens où les réseaux sociaux ne sont pas les seuls endroits où ces personnes peuvent être harcelées. Souvent, il y a un suivi derrière aussi. En effet, c'est vrai qu'il y a un suivi, mais bon, maintenant, je pense que justement, le fait qu'il y ait des réseaux sociaux, le fait qu'il y ait des preuves, parce que les preuves voilà, restent sur l'Internet, elles restent dans la discussion, on peut prendre des captures d'écran, ce n'est pas vraiment compliqué de pouvoir en parler, et on pourrait dire, oui, tu vas pas me croire, mais bon, comme j'ai des preuves, ben, bien sûr, on va nous croire. Bien sûr, on va voir que ce qui est fait et ce qui est dit envers notre personne est bien réel. Donc, à ce moment-là, rien ne nous interdit d'aller en parler à une personne, à un parent par exemple, à un professeur en qui on a une confiance, ou même une autre personne qui aurait justement cette capacité de pouvoir prendre les choses en main et pouvoir arrêter cet harcèlement. Vous qui êtes, je suppose, tous les deux sur les réseaux sociaux, quels conseils donneriez-vous pour éviter de se faire harceler? Eh bien, selon moi, il faut avant tout protéger sa vie privée. Je pense que les photos que l'on poste, les personnes que l'on accepte, par exemple sur Facebook, en tant qu'amis, je dis bien amis, je pense qu'il faut d'abord les choisir soi-même. Je pense qu'il faut vraiment se limiter aux choses les plus simples. Ne pas commencer à étaler donc des photos qui pourraient nous nuire par la suite parce que effectivement, quand on ne connaît pas les paramètres de confidentialité, ces photos sont exposées à la vue de tous. Donc tout peut être vu par n'importe qui surtout. Donc je pense que pour éviter l'harcèlement, pour éviter d'être ennuyé même, il faut pouvoir déjà se servir de ces paramètres de confidentialité et limiter l'accès à son compte. Là, je rejoins Maria complètement là-dessus. Bien sûr, il faut pouvoir être capable de pouvoir se gérer soi-même, gérer qui sont nos amis, gérer comment on utilise Facebook. Mais il ne faut pas oublier d'avoir une certaine confiance en soi, en les personnes qui nous entourent, et pouvoir simplement parler de nos problèmes quand on en a. Alors, il y a plusieurs types de harcèlement, le harcèlement social, mais aussi le harcèlement publicitaire. Est-ce que aujourd'hui un jeune peut échapper à cet harcèlement publicitaire? Est-ce que c'est pas inéluctable? Bah oui, il peut en échapper. Il peut en échapper et on peut faire en sorte qu'ils en échappent, car en fin de compte, tout ça prend en compte l'éducation. Si on éduque notre enfant à pouvoir le voir au-delà des publicités, pour voir au-delà des mots qui sont écrits sur un écran, du coup, à ce moment-là, toutes ces choses-là ne sont juste futiles et on ne les voit plus. C'est-à-dire tous les jours, on peut recevoir des méchancetés, des mots qui finalement ne sont juste que des lettres, des petits acronymes de petits caractères qui en fait ne sont que rien du tout. Je pense que ça a été prouvé plusieurs fois que les personnes qui étaient victimes d'harcèlement étaient des personnes qui étaient parfois dans des périodes plus difficiles de leur vie, qui étaient des personnes plus fragiles aussi. Et tout le monde n'a pas la présence d'esprit ou la confiance en soi qui permet de dire stop. Maintenant, ces critiques ne m'atteignent plus. Stop, je n'ai plus envie d'entendre ou de voir ces choses. Et stop, je mets un frein aux personnes qui pourraient peut-être me nuire ou aux choses qui pourraient peut-être me nuire, aux messages que je reçois peut-être tous les jours et qui me nuisent. Mais à ce moment-là, veut-on vraiment que ça s'arrête? C'est-à-dire, rien ne nous empêche d'éteindre notre téléphone le soir pour recevoir aucun message durant la nuit. Rien ne nous empêche de bloquer les personnes sur notre téléphone pour justement ne plus recevoir de messages haineux. Si on ne le fait pas, c'est qu'on ne le veut pas vraiment. Que diriez-vous à des parents qui seraient effrayés à l'idée que leur enfant aille sur les réseaux sociaux et qui voudraient par exemple tout simplement interdire l'accès? Un gamin de 12 ans par exemple, de 12-13 ans, pour autant que ce soit encore un gamin. Ouais. Eh bien, pour moi, je les encouragerais à lui interdire l'accès aux réseaux sociaux, en tout cas vers ses 12 ans, peut-être un peu plus tard. Je prendrai en compte le fait que de nos jours, on voit de plus en plus de choses sur le net. On peut avoir accès à des choses qui pourraient choquer, heurter la sensibilité des personnes qui ne sont pas averties. Donc je leur dirais, d'abord parlez-en avec vos enfants. Voyez aussi s'ils ont envie d'être sur ces réseaux, si ce n'est pas la pression sociale qui fait que leurs amis sont sur ces réseaux, alors ils se sentent obligés d'aller sur ces réseaux. Je leur poserai d'abord la question de savoir si leur enfant en a envie vraiment, oui ou non, s'il en a besoin aussi. Et je lui expliquerai. J'en parlerai avec ses enfants.
Maria, il vous reste 13 secondes, 50 secondes pour Karim. Eh bien, je l'autoriserai et j'établirai avec lui une relation de confiance. Voilà. Je dirais, voilà, tu peux y aller, tu peux discuter avec des gens, tu peux te mettre sur un réseau social, mais voilà, n'oublie pas que tu peux avoir confiance en moi, n'oublie pas que si tu as un problème, tu peux en venir en parler avec moi, et je l'aiderai à pouvoir créer, entre guillemets, des armes pour pouvoir se défendre. Parce que bon, comme on a dit, c'est une arme, mais s'il n'a pas la capacité de pouvoir bloquer, on va pouvoir se défendre, et bien sûr toujours être à l'écoute, être toujours là, et pouvoir voilà, créer une relation de confiance, et l'éduquer pour qu'il puisse répondre. Dernière question, est-ce que vous allez liker ce débat? Je like, ouais. Et vous? Et je partage aussi. Bien, je pense que je le likerai pour mettre en garde éventuellement les personnes qui pourraient être touchées. C'est une très bonne idée, je partage votre opinion. Voilà. Merci beaucoup pour les applaudir. Allez, troisième débat. J'invite les deux derniers à venir donc, en face des lutrins. Théo, c'est le troisième débat sur les SAC, les sanctions administratives communales. La solution contre les incivilités, point d'interrogation. Alors, les sanctions administratives communales permettent aux communes de sanctionner des comportements inciviques, comme le jet de déchets sur la voie publique, la dégradation de biens, le vol simple ou encore tout simplement le tapage nocturne. Alors, pour vous, les sanctions administratives communales, c'est de la poudre aux yeux, ce n'est pas la solution contre les incivilités? Eh bien, moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est que la SAC a été diminuée de 16 ans à 14 ans. Donc, ça veut dire que les adolescents de 14 ans peuvent déjà être sanctionnés pour de simples, comme vous dites, tapage nocturne, etc. Et je trouve que c'est responsabiliser encore plus la jeunesse et effacer un peu ce sentiment d'insouciance et le fait qu'ils perdent un peu leur légèreté et qu'ils ont déjà des grandes responsabilités, en tout cas des responsabilités à tenir à 14 ans. Donc pour vous, vous ne voyez pas le sens de l'abaissement, c'était 16 ans avant 14 ans, vous ne voyez pas ce sens-là, vous dites, voilà, c'est pas le rôle aux enfants à payer une sanction administrative, enfin, 14 parents, ans. évidemment. 14 ans, c'est beaucoup trop tôt. Je pense que c'est plus dans la prévention qu'il faut faire, encore une fois, dans tout ce qui est éducation. Éduquer ses enfants à ne pas aller trop tard dans la rue, à faire trop de bruit, à laisser son mégot de cigarettes par terre, à polluer des parcs. Je pense que c'est vraiment là qu'il faut mettre le paquet pour ne pas que ça arrive. Théo, on parlait de l'âge, 14 ans, oui. Ce qu'elle vient de dire. Alors, j'aimerais reparler tout d'abord du principe de base de la ZAC, qui est d'assurer une sécurité à tout le monde. Et pour revenir sur ce que vous avez dit par rapport à l'insouciance, etc., des démarches ont été mises en place afin de pouvoir contourner ce problème le plus facilement possible. Et c'est pour ça que la ZAC, au point de vue des mineurs, a été réglementée et qu'il y a une médiation obligatoire pour permettre aux jeunes de ne pas forcément payer, mais simplement d'aider la population, que ce soit par exemple en allant ramasser les déchets dans la rue, ce qui implique le jeune, ce qui le responsabilise, et ce qui permet à nous tous de pouvoir vivre dans une plus grande sécurité. Ok, vous parlez effectivement, il y a une procédure de médiation en amont d'une éventuelle amende. C'est vrai que sur le terrain, ça se concrétise peu, mais le fait de l'ériger en principe, dire qu'il peut avoir une sanction administrative pour un jeune de 14 ans, pour vous, ça peut être édicté dans la loi? Évidemment, parce que le problème, c'est que les problèmes comportementaux, ils ne se montrent pas à 20 ans, 25 ans. Il y a quelque chose de plus profond que soit, je ne remets pas du tout la faute sur ces jeunes, que ça peut être de plein de raisons, une famille difficile ou alors des conditions de vie compliquées. Et c'est pour ça qu'on a mis en place ce système pour pouvoir suivre les jeunes, pour pouvoir les guider quelque part dans la voie lorsqu'ils font quelque chose de mal. Ce qui est important, de les responsabiliser et justement de leur montrer la ligne à suivre. Et c'est pour ça qu'on ne les sanctionne pas directement, mais plutôt qu'on les accompagne tout au long de justement ce processus. Ouais. Laure ? Vous parlez d'accompagnement, mais alors pourquoi baisser les sanctions à 14 ans? Pourquoi ne pas dire directement, alors nous allons aider les jeunes nous allons les aider à être responsables, etc. Pourquoi alors baisser de 2 ans les sanctions si nous pouvons simplement, sans imposer ces sanctions, leur dire
directement, de faire attention et de respecter leur environnement. Alors les sacs, en fait, comme on dit, ont été créés notamment pour punir plus rapidement, pour sanctionner, disons, hein, plus rapidement les auteurs d'incivilités. Des incivilités qui avant mettaient du temps à être sanctionnées par l'appareil judiciaire, pour autant que Dame Justice ait le temps de s'en occuper. Est-ce que ce passé des sanctions administratives communales, aujourd'hui, vu l'état de la justice, ce n'est pas la porte ouverte à l'impunité? Complètement. Complètement. Et c'est pour ça que ce processus a été mis en place, justement, pour pouvoir bloquer. C'est-à-dire qu'on arrive à une justice qui est saturée de toutes parts, qui n'a pas les moyens de répondre aux agressions qui sont faites et aux problèmes. Et c'est pour ça que, justement, on a mis des choses en place. Et c'est pour accompagner. Parce que la justice, qu'est-ce que c'est la justice? La justice, c'est un symbole. La justice, c'est quelque chose qui doit rester fier et grand pour rester crédible aux yeux des gens. Sinon, on fait ce qu'on veut. Il n'y a plus de règles. Et du coup, la ZAC a été construite pour une rapidité d'exécution et pour maintenir justement cette crédibilité aux yeux de la population. Attention, des équilibres du temps de parole. Laure, réaction par rapport à ça? Sentiment, je vais peut-être vous relancer sur une autre question. Hein. Est-ce que ça vous dérange que des communes se chargent aujourd'hui d'infractions qui étaient hier gérées par la justice? Est-ce que pour vous, ça vous pose problème, ça? Oui, je pense que certaines infractions dites... on parle d'infractions mixtes pour le moment, donc tout ce qui est petit vol, etc. Je pense que ça ne relève pas de simples sanctions communales. Pour moi, ça doit être dans le pénal parce que, oui, ok, on fait un petit vol comme ça, mais quand on fait un enchaînement, après, ça devient une accumulation et un petit vol devient un grand vol et un petit braquage devient un grand braquage, etc. Donc pour vous, ça doit rester dans le domaine de la justice uniquement. Je pourrais répondre rapidement. Oui, justement, c'est le processus de vitesse qui est très important pour pouvoir contrer et rediriger le jeune directement sur la bonne voie. Laure, on va terminer par vous. Vous avez un peu plus de temps de parole. Est-ce que finalement, pour traiter un problème, en l'occurrence ici les incivilités, il faut d'office manier le bâton et la carotte? Est-ce qu'il faut passer par une phase de prévention, d'office et de sanction? Est-ce que finalement l'un n'est pas inéluctable? Oui, pour moi, il faut... après, ça ne fonctionne pas toujours, la prévention, mais pour moi, c'est vraiment la chose essentielle à faire. Quand on éduque un enfant, on lui dit les choses qu'il faut faire et les choses qu'il ne faut pas faire. Après, il ne le suit pas forcément dans la période de l'adolescence, etc. Mais c'est les bases de l'éducation qui font qu'il ne répétera pas un acte qui n'est pas légal ou qui n'est pas bien. Quel est le comportement civique qui vous agace le plus? Quand on jette des déchets dans la rue. Je trouve ça inutile. Vous avez eu un encas à la pause, vous n'avez pas jeté sur la public? Voilà, très bonne réponse. Merci Laure, on peut les applaudir. Voilà. Voilà, c'était donc cette deuxième épreuve, 3 mini-débats. Ici, nous allons... Je vais peut-être appeler d'ailleurs un jury, tiens, en guise d'interview, juste avant la troisième épreuve. Même chose, un chiffre entre 1 et 342, peut-être pour Jean-François Paco. Un chiffre entre 1 et 342. Ah ben c'est vous qui tombez là. Vous pouvez venir. Vous n'avez vraiment pas de chance. Jean-François Paco, qui est donc un confrère de l'avenir, qui est membre du jury. Alors Jean-François Paco, je vais vous donner le micro. Vous connaissez le fonctionnement, hein? Bon, ça devrait aller, oui. Alors voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce tournoi d'éloquence? Ça évoque quoi? Est-ce que ça évoque par exemple des souvenirs de jeunesse? Est-ce que quand vous étiez en 6e, vous avez remporté 5 fois de suite le concours d'éloquence? Non, on ne faisait pas ça dans les temps lointains où j'étais à l'école. C'était beaucoup plus scolaire. On apprenait les textes latins, français, grecs, mais on les apprenait dans des bouquins. On ne les apprenait pas à défendre de l'argumentation en public comme ça. Et c'est un très bel exercice. Donc un tournoi d'éloquence en latin, ça vous tenterait? Pourquoi pas, mais il faudrait que je retourne dans mes classes fort entières. Voilà, merci beaucoup Jean-François Paco. On va passer maintenant à la troisième épreuve. La plus redoutable sans doute, puisqu'il s'agit d'une improvisation qui durera 2 minutes. Alors, les candidats, toujours beaux, élégants, vaillants et qui portent le verbe haut, sont toujours là, mais ils ne savent pas encore à quelle sauce ils vont être mangés. J'invite toujours Ariane, qui n'est toujours pas huissier, je confirme toujours, à me rejoindre pour un petit tirage au sort. Je suppose que c'est encore les mêmes jolis petits chapeaux de tout à l'heure qui nous donnent envie de partir en vacances. Et donc, nous allons faire un petit tirage au sort. Donc, il y a plusieurs thématiques, 6 thématiques. Ils auront 2 minutes pour improviser, mais on n'est quand même pas sadique, alors ils auront 10 minutes
pour préparer quand même ce petit exposé, cette petite improvisation. Voilà, Ariane qui peut me rejoindre. Et donc, il y a 6 thèmes possibles. Mais j'invite chaque candidat peut-être à venir tirer son thème. Comme ça, il n'y aura pas un sentiment d'injustice. Voilà, Laure, si vous pouvez venir. Vous êtes une main innocente? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, si vous pouvez nous lire la phrase. Avoir 18 ans en 2045. Avoir 18 ans en 2045. Ah, ça inspire des idées, sans doute. Vous pouvez vous asseoir là. On va... Théophile? Oui. Vous voudrez avoir quoi comme thème? Je sais pas trop. Un peu de tout. Voilà. Oui. Ma planète demain. Ma planète demain, voilà. Ouvert. Karim? Il n'y a pas BHV à l'intérieur, je vous rassure. Ça va alors. Je suis en sécurité. Voilà. Je ne serai plus qu'un clavier. Je ne serai plus qu'un clavier. C'est bien dommage. Voilà. Feu à vous. Théo? Merci. Alors, l'école, le top ou le flop? Je vois que ça suscite déjà des réflexions chez vous. J'espère qu'il n'y a pas trop de certains professeurs de vous dans la salle. Justine? Il ne reste plus que 2 sujets. Il y en a un très dur et un très facile. Non, je plaisante. Moi, politicien. Moi, politicien. Là, on sent le sourire. Le sourire de la jeunesse. Allez. Et voilà. Ah non, encore une candidate. Voilà. Mariana. Vous êtes sûr de vouloir celui-là? Quand je serai parent. Quand je serai parent. Voilà. Donc voilà, c'est donc la dernière épreuve. On va laisser un peu de temps aux candidats pour potasser sur cette phrase. Ils auront 2 minutes pour improviser. On se retrouve tout de suite. À bientôt. Magie de la télévision, les 10 minutes de préparation des candidats sont déjà terminées. Place à l'épreuve d'improvisation. Et le premier sujet est donc avoir 18 ans en 2045. Et c'est Laure qu'on écoute. Avoir 18 ans en 2045 sera complètement différent d'aujourd'hui. Nous aurons tous un petit robot dans nos maisons qui ne fera plus seulement le ménage ou tondre la pelouse, mais qui racontera également une histoire à nos petits monstres qui n'arriveront pas à dormir, qui réglera les disputes quand elles éclateront, ou qui ira chercher la télécommande de la télévision quand nous aurons trop la flemme de nous lever. Les éclairages seront dorés ou de 1000 couleurs, les cours se feront sur un ordi ou sans instituteur. Les populations seront encore plus variées en couleurs. On prônera une vie sans technologie, un retour à l'ancien temps. Avoir 18 ans en 2045, je ne sais pas trop si maintenant ça me ferait peur. Peut-être que les puces seront déjà sous nos peaux, qu'il nous suffira de passer pour payer nos impôts. La terre sera remplie de déchets. Peut-être arriverons-nous à faire parler un muet. 2045 m'évoque l'ère nouveau, un souffle d'évolution, la disparition d'espaces d'eau. Le vrai amour sera mythique, les vraies rencontres seront plus belles et les grands rêves fantastiques. Avoir 18 ans en 2045, c'est tout un ensemble de petites choses que nous ne pouvons simplement imaginer et qui ne se passeront peut-être jamais. Avoir 18 ans en 2045, c'est totalement inimaginable quand on vit en 2017 parce que pendant tout cet espace de temps, il peut tellement se passer d'évolution, il peut tellement se passer de choses que je pense que la différence est juste énorme. Exercice pas du tout évident. Alors pour l'instant, il est à côté de moi en chair et en os, Karim, mais peut-être que plus tard, ce sera plus qu'un clavier. On vous écoute. Écoutez, je n'en peux plus. Il me tape dessus à longueur de journée. Il me frappe et me martèle. Je prends des coups à chaque instant. Je n'ai point d'espace de répit. Point d'espace, pas de point de suspension. Avant, ils me traitaient bien. Ils étaient gentils avec moi, tendres. Ils m'appuyaient chaque jour avec tendresse. Ils étaient là, à mes côtés. Ils venaient, ils me nettoyaient. Passaient la petite serpillière sur mes effs, sur mes ailes. Aujourd'hui,
Tout cela est fini. Aujourd'hui, je me sens sale. Je me sens pétude. Je sens une odeur de chips, une odeur de couscous périmé depuis au moins 27 mois. Je n'en peux plus de tous les jours taper les mêmes mots. Pourquoi n'ai-je point droit à cet espace de respiration? Alors, s'il vous plaît, messieurs, dames, aidez-moi. Aidez-moi, prenez-moi en main. Appuyez-moi comme ils l'ont fait, il fut un temps. Regardez, je perds déjà mon aile. Bientôt, je perdrai mon en-tête. Pardon, que dis-je, ma tête? Enter. Envoyé. Voilà. Troisième improvisation maintenant quand je serai parent, et c'est Maria qui s'y colle. L'autre nuit, et c'est vrai, ce que je vais vous raconter là, l'autre nuit j'ai fait un rêve et j'étais maman. Alors j'avais cette petite chose dans mes bras. Franchement, il était super mignon, hein. C'était un petit garçon, vraiment, vraiment mignon. Et puis là, il a commencé à pleurer, je me suis réveillée. Parce que c'est juste pas possible. Ça criait trop fort. C'était pas possible. Et je me suis dit à cet instant-là, merci maman, merci papa, c'est de votre faute. Pourquoi? Parce que quand j'étais petite, j'étais pas une enfant spécialement facile. Et ce qu'il me souhaitait à chaque fin de dispute, c'était « Maria, je te souhaite d'avoir des enfants comme toi un jour. » Wow, des enfants comme moi je trouvais pas ça spécialement ennuyant à ce moment-là, ça m'a pas spécialement dérangée. Jusqu'à ce rêve où je me suis rendu compte que des enfants comme moi, quand on est petit, c'est pas évident. Donc je me suis réveillée. Et puis j'y ai repensé, j'en ai parlé avec des amis, je me suis dit, là je me sens quand même un peu vieille, c'est normal que je fasse des rêves où je me vois déjà maman. Ils me disent, écoute Maria, tu te sentiras vieille quand tu auras réellement tes enfants. Et quand les vendredis après-midi, on se retrouvera pour prendre un verre de vin, pas deux, pas trois, pas la bouteille, un verre de vin, parce que tu devras raccompagner tes enfants après à la maison, leur faire prendre le bain, et les mettre au lit, et regarder les enfants de la télé, toute seule avec ton mari, ou avec ton compagnon, c'est au choix. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, en fait, finalement, être parent, c'est pas si dérangeant que ça, surtout si je deviens comme mes parents à moi, et que j'ai des enfants qui ne me ressemblent pas. Merci maman et papa. Merci Maria. Alors maintenant Théo va prendre la parole sur le thème l'école top ou flop. Attention, il y a un enseignant dans le jury. Einstein a dit, oui je sais, on a l'impression, mais c'est une autre phrase. Einstein a dit, demandez à un poisson de monter à un arbre et il se sentira bête toute sa vie. J'ai pas envie d'accuser l'école ce soir et pourtant je l'ai fait de nombreuses fois, mais j'ai pas envie cette fois parce que l'école, elle pourrait être belle. Vous savez, c'est comme un vieux meuble qui serait dans le coin de votre grenier, un peu poussiéreux, mais d'un bois magnifique. Il suffit juste de prendre un torchon et de frotter un peu dessus pour revoir l'éclat qu'il avait d'antan. C'est comme un bon hamburger, vous voyez? Un hamburger qu'on servirait à tout le monde, le même. Alors le pauvre qui est allergique au gluten, alors oui, c'est vrai, on pourrait dire, ouais, mais il a quand même le droit de choisir s'il veut un supplément carotte ou alors un supplément cornichon, mais il sera quand même malade au bout du compte. J'aimerais parler de liberté, même si ça paraît excessif, mais j'en ai besoin. J'aimerais dire qu'on a 17 ans. On a 17 ans et on oublie l'importance de la loisiveté, on oublie l'importance de se poser un instant dans un parc, de regarder le ciel, les nuages qui passent, et simplement de rêver. Vous savez ce que je pense? C'est qu'on est trop vite responsabilisé. C'est qu'on enlève trop rapidement aux jeunes le plaisir d'aller, voilà. Être dans un train, vous avez besoin d'aller aux toilettes. Le jeune insouciant, il va déposer son sac et il va aller aux toilettes. Et c'est ce qu'on perd avec le système scolaire actuel.
Mais j'ai foi en le système scolaire. Parce qu'on peut passer d'un système d'apprendre à apprendre à un système d'aimer à apprendre. Et dans la durée, ce sera beaucoup plus efficace. Merci. Merci Théo pour cette improvisation. Après Théo, un autre Théophile plutôt, un Théophile qui va nous parler d'un vaste thème, ma planète demain. Nous avons tous des rêves. Vous, comme moi, nous rêvons. Mais moi, je rêve un peu différemment. Je fais souvent un rêve éveillé. Oui, je rêve de toi. Toi, oh ma belle bleue. Toi avec tes jolies couleurs, ton vert, ton orange, ton bleu. Et puis, j'aime tellement tes belles courbes, tes belles rondeurs. Je t'aime tel que tu es. Mais de temps en temps, il y a ce cauchemar qui revient. Ce cauchemar où les petits termites, oui, ces termites qui viennent et qui t'envahissent, qui n'ont rien à faire là, mais tu les as quand même invités. Et ils te salissent, ils te polluent, ils te rasent. Tu leur as dit d'arrêter, tu leur as demandé, mais ils ne comprennent pas. Ils restent là, ils ne bougent pas. Ils te grattent, ils te grattent. Ce sont tes pires ennemis. Mais moi, je rêve de toi, je rêve du jour où ils comprendront que quand tu mourras, ce sera la fin. La fin pour toi, mais aussi pour eux. Je fais ce rêve éveillé, car je rêve de toi. Toi, oh ma belle bleue. Merci. Bravo Théophile qui a dû faire pleurer la terre. J'espère que ça n'a pas accentué la fonte des glaces. Dernière candidate, Justine, avec un thème où vous avez bondi de joie quand vous l'avez eu. Moi, politicienne. Moi, politicienne, je vous garantis, tout d'abord, de réaliser mon programme. Moi, politicienne, je jure solennellement que les mots qui suivront reflètent réellement le fond de la pensée. Moi, politicienne, je vous promets que... Enfin, en fait, non, je ne vous promets absolument rien. Les promesses sont des paroles dites un peu en l'air, des mots, on les pense, on les dit, on dit oui, je te promets, et on n'y accorde plus vraiment un sens. Et je déteste dire quelque chose, le promettre, sans jamais savoir si je pourrais réellement le réaliser un jour. Ce qu'il faut savoir, c'est une petite parenthèse, mais dans le questionnaire qu'on a eu ici pour se présenter, pour savoir comment est-ce qu'on allait nous présenter justement, il y avait une question, que ne voudriez-vous absolument pas faire plus tard? Pour moi, la réponse a sonné comme une évidence, politicienne. Alors évidemment, piocher le thème « moi, politicienne » fut la plus grande des ironies. Je ne savais réellement pas quoi faire. Après, je vais vous expliquer un peu pourquoi est-ce que la politique et moi, c'est pas encore tout ça. Et ce n'est pas vraiment une histoire entre ce qui est dit et ce qui est fait dans la politique. Je ne vais pas vous parler de ce réel problème. Je vais plutôt vous parler de pourquoi, moi, je ne pourrais pas faire de politique. Je n'en suis pas capable. Les politiciens, leur rôle, c'est un peu de choisir les lois, de gouverner, vous savez, enfin tout ça, je ne vais pas en parler pendant une demi-heure. Et personnellement, je ne me sens absolument pas capable de choisir une loi, de gouverner, de devoir faire respecter l'ordre. J'ai quelque chose au fond de moi, probablement un manque de confiance incroyable, une petite voix qui me chuchote sans cesse « Non, tu ne peux pas faire ça, tu n'en es pas capable, tu n'en as pas les possibilités, je n'en ai pas la force. » Et puis, je ne sais pas si j'en ai réellement l'envie. Parce que c'est vrai, je critique souvent la société d'aujourd'hui, j'en ai déjà parlé tantôt et il y a encore tant d'autres choses que je ne vous ai pas dites. Mais le problème, c'est que si je veux modifier la société d'aujourd'hui, je dois en trouver une autre, une que j'aimerais bien avoir. Et c'est ça pour moi le réel fond du problème. Je ne sais pas comment je voudrais que les choses soient. Et comme a dit un gros philosophe, malheureusement je ne retombe plus sur son prénom, je ne sais pas ce que je cherche, mais je sais ce que je fuis. Merci. Merci Justine. Peut-être que
Le jury va voter pour vous, peut-être, on ne sait pas. Merci en tout cas d'avoir brillé dans cette épreuve d'improvisation. C'est pas facile, tout le monde est passé. Tout le monde est passé, oui, on fait signe en coulisses, mais tout le monde est passé. Voilà, une épreuve d'improvisation pas évidente. Alors, est-ce que vous pensez que c'est réellement la dernière épreuve du concours? Ils sont en train de flipper grave. C'est pas le cas. Ah ben non, voilà, c'était la dernière épreuve. Donc vous pouvez vous détendre. Maintenant, c'est aux membres du jury à travailler quelque peu pour voir quel sera le candidat qui sera envoyé le 27 septembre prochain pour la grande finale d'éloquence. On se retrouve dans quelques instants après délibération du jury. Fin du suspense, le jury a délibéré. Le président du jury est Denis Maten, le gouverneur. Alors, est-ce que ça a été difficile de départager les candidats? Effectivement, les délibérations ont été serrées. Nous avons beaucoup dû discuter. Maintenant, il est clair qu'il y a 3 candidats qui se sont dégagés assez rapidement, mais au fur et à mesure des épreuves, dire qu'aucun n'a été ridicule, puisque je pense, j'en suis certain même, que chacun des candidats se trouve au moins dans le trio de tête de 3 membres du jury. Donc ça veut dire que tout le monde a été reconnu pour l'une des 3 épreuves comme étant plein de valeurs, plein de qualités et surtout plein d'avenir. Allez, on ne va plus attendre. Hein. La 3e place. Alors c'est le moment, c'est l'instant. La 3e place revient à Justine Bellic. Justine Bellic, voilà, 3e place. Je vais me mettre là. Justine, voilà. Je vais la mettre devant. Voilà. Félicitations, je vous fais un bisou. Elle a un énorme chèque de... Ah non, j'avais dit 200 000 euros. Non, c'est moins. C'est 200,00. Voilà. Comme quoi, une virgule, des fois, ça peut changer la vie. 2e place. Alors, bien, c'est là qu'entre la 2e et la 1re place, ça a été très serré, avec effectivement un candidat qui a beaucoup de présence, un autre candidat qui a beaucoup de travail, et finalement, il y a peut-être de temps en temps l'une ou l'autre prestation qui a fait à la marge la différence chez l'un ou l'autre membre du jury. Et donc, la 2e place revient à Karim Anoutio. Bravo. Félicitations. Merci à vous. Un chèque de 300 €. Hein, on est en train d'upgrader. Et last but not least. Et puis last but not least, effectivement, la 1re place revient à Théo Raskin. Voilà. Félicitations. Voilà. Bravo à Théo Raskin, de quelle école? Je ne sais plus, au fait, j'ai oublié. L'IATA Namur, évidemment. Théo Raskin, alors ça fait quoi de remporter un tournoi d'éloquence? Ça fait plaisir. C'était super comme commentaire. Non, mais vraiment, parce que c'est l'achèvement de plusieurs années d'études au sein d'un conservatoire, et donc ça fait beaucoup de bien. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous. Et puis, qu'est-ce que vous allez faire Qu'est-ce que vous allez faire avec les 500 €? Payer un verre après pour tout le monde? C'est sympa. Je vais sans doute inviter quelques personnes au restaurant, mais la suite sera pour mes études. Ah ben voilà, bravo en tout cas. Peut-être un petit mot, Karim, 2e place? C'est avant tout le plaisir qui compte. Oui, franchement, oui. Je suis venu avec juste comme idée en tête de participer et je repars avec 300 €, donc c'est cool. Puis c'est un moment, c'est chouette, un chouette moment à passer. C'est agréable, ça fait un peu stresser, mais c'est vraiment, disons, honorable. Justine? Comme ils ont dit, je pense que ça fait super plaisir. Et puis j'ai aussi pu voir que j'arrive aussi à faire des débats, une improvisation, alors que c'était pas du tout ma tasse de thé au départ. Et donc ça me fait vraiment énormément plaisir. Je vous propose qu'on serre un peu quand même pour les 3 candidats qui sont derrière nous. Voilà, vous pouvez venir, hein, n'hésitez pas. D'autant qu'il y a encore un prix à remettre. Alors le prix du public, je ne sais plus qui je dois appeler d'ailleurs pour le prix du public. Qui je dois appeler? Monsieur Vacari, voilà. Merci. Heureusement que j'ai une souffleuse dans les coulisses. Monsieur Vacari, donc qui est l'initiateur au fait d'un tournoi d'éloquence, c'est ça, hein? Tout à fait, c'est ça. Du côté de Moucron. C'était le premier tournoi d'éloquence. J'espère qu'on n'est pas hors cadre. Steph doit viser large.
premier tournoi d'éloquence, c'était qui à être télévisé, c'est ça? Un tournoi télévisé, on en a fait un format que les Namurois ont pu apprécier aujourd'hui. Je ne sais pas si cet après-midi ou ce soir, quand ça passera en tout cas. Et on a décidé de proposer ce format aux autres télés locales qui ont joué le jeu. Et c'est formidable parce que c'est un exercice de rhétorique, mais finalement de communication qui est remis au goût du jour. Et tous les jeunes qui passent par là en retirent une expérience quand même sympa. Alors, vous n'avez pas cogité pendant 48 heures pour octroyer le prix du public? Enfin, c'est le public qui a C'est le cogité public. là-dessus, Oui, et c'est justement, c'est toujours le moment où on se demande si les juges vont être des jugés ou pas. Eh bien, je peux vous dire que non. Donc on a déjà une partie de la réponse, mais il faut savoir que le public peut se permettre ce que le jury n'a pas pu se permettre, c'est de donner 2 gagnants ex aequo. Et donc, le prix du public est attribué à Karim et à Théo ex aequo. Bravo. Voilà, prix du public, je pense que c'est divers livres, c'est ça, entre autres. J'invite peut-être la souffleuse qui est dans les coulisses et qui n'ose pas venir sur le plateau à venir, voilà, pour distribuer. N'hésitez pas, venez. Voilà. Peut-être donner le portable. Alors, de quoi s'agit-il? On va peut-être pas parler de tous les romans et de faire un résumé, parce que là, il y a 15 romans, mais voilà, peut-être signaler les partenaires. Donc, en fait, c'est la librairie Point Virgule qui a remis, qui participe et qui nous a remis les lots pour les gagnants du prix du public. Voilà, merci beaucoup. Donc, le vainqueur aura donc le privilège de défendre les couleurs namuroises. Ce sera le 27 septembre prochain. Ce sera du côté de Moucron. Je tiens mon micro, mais au frais, c'est vrai que j'ai un casque. Il n'y a pas besoin de faire ça. Le 27 septembre prochain, donc, ce sera du côté de Moucron pour représenter les couleurs namuroises à la grande finale d'éloquence de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée. Au revoir.